Parfois, le plus difficile dans la vie en solitaire n'est pas le silence qui emplit les pièces, ni les nuits où le vent semble murmurer des noms oubliés. Le plus dur, ce sont les questions qui ne trouvent jamais de réponse. À 63 ans, Therevorn, que tout le monde appelait Terra, avait passé des décennies dans la nature indomptée des cascades pour fuir précisément ces questions. Elle s'était construite une existence à l'écart du monde, une vie de bois, de neige, de saisons implacables, dans une cabane façonnée de ses propres mains. Sa seule compagnie était un vieux chien au regard loyal. Et pourtant, un matin, elle découvrit quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Ce jour-là, au cœur d'une forêt qu'elle connaissait comme sa propre peau, Terra tomba sur d'anciennes voies de chemin de fer, en parfait état, traversant des sous-bois qui n'avaient, selon elle, jamais été foulés par l'homme. Ces rails ne figuraient sur aucune carte, ne correspondaient à aucun souvenir, aucune histoire racontée par les rares voyageurs de passage. Intriguée, elle les suivit, et ce qu'elle trouva ne fit qu'approfondir le mystère, un médaillon d'enfant encore tiède dans sa paume, des registres dissimulés au creux d'arbres creux, des traces de bottes toutes fraîches disparaissant brusquement, comme effacées par une main invisible. Quelqu'un était venu ici récemment. Quelqu'un qui ne voulait pas être trouvé. Et plus Terra remontait cette ligne oubliée, plus elle avait l'impression qu'elle ne marchait pas seulement vers un lieu inconnu, mais vers quelque chose qui l'avait toujours attendu. Une destination inscrite dans ses pas bien avant qu'elle ne le sache. Ce qui se trouvait au bout de ses rails lui était destiné. Ce matin-là, la vie de Terra bascula sans qu'elle ne s'en rende compte. Tout avait pourtant commencé comme n'importe quel autre jour des 40 années passées dans les montagnes. Elle s'éveilla avant l'aube, au son régulier de la respiration de son chien. Timber reposait sa tête contre sa jambe, juste à travers l'épaisseur d'un vieux kilt. Pendant 10 ans, il avait dormi à ses côtés, depuis qu'elle l'avait découvert, à moitié affamé, lors d'une de ses rares descentes jusqu'au comptoir d'échange le plus proche. Le berger avait vieilli, le museau grisonnant, les articulations un peu raides, mais ses yeux conservaient cette loyauté farouche qui l'avait convaincu de le garder malgré sa nature solitaire. Elle se leva lentement, son corps portait les marques d'une vie rude, de décennies à lutter contre les éléments. Le froid mordait, la cabane n'était chauffée que par les restes d'un feu consumé dans le poêle à bois. Elle y ajouta du petit bois, puis des bûches fendues, attendant que les flammes prennent avant de refermer la lourde porte de fer. Chaque geste était une habitude enracinée, accomplie dans la pénombre de l'aube sans même y penser. Tandis que la chaleur revenait peu à peu, elle enfila ses vêtements, plusieurs couches de laine usée, raccommodées tant de fois que le tissu d'origine n'était plus qu'un souvenir. Ses bottes, faites main, sentaient encore le mélange de graisse et de cire avec lequel elle entretenait constamment le cuir. Dans cet endroit, chaque objet devait avoir une utilité. Rien n'était superflu, c'était la première loi pour survivre aussi loin de la civilisation. Elle fit du café dans un vieux percolateur cabossé. L'arôme se répandit dans l'unique pièce qui faisait office de cuisine, de chambre et de salon. La cabane mesurait à peine 5 mètres sur 6, chaque poutre, chaque planche soigneusement façonnée par ses mains, 2 étés durant, à l'époque où elle croyait encore pouvoir échapper à son passé. Le bois venait du double ataxifolié environnant, taillé, équarri, ajusté. La toiture de bardeaux de cèdre avait été remplacée de sa propre main tous les 10 ans. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chez elle. Un refuge qui ne l'avait jamais trahi. Timber s'étira, puis trottina jusqu'à son bol. Elle le nourrit en premier, un mélange de venaison séchée et de croquettes que Vernon Pritchett lui apportait chaque mois. Vernon était son seul lien régulier avec le reste du monde. Un homme buriné d'une 60aine d'années, qui parcourait 2 jours de marche depuis la route la plus proche pour lui livrer farine, sel, piles, et quelques produits introuvables en pleine montagne. Jamais il ne lui avait demandé pourquoi elle vivait retranchée ainsi. Jamais il ne posait de questions. Ce respect du silence faisait de lui un allié précieux. Elle prit ensuite son propre petit déjeuner, debout devant la fenêtre, observant la forêt émerger lentement de l'obscurité. Son repas était simple, gruau, baies séchées, miel issu d'une ruche sauvage qu'elle avait découverte quelques années plus tôt. Une nourriture frugale, mais qui la maintenait forte. À 63 ans, elle pouvait encore marcher 30 km dans une journée, fendre du bois du matin au soir. Ici, la nature ne pardonnait pas la faiblesse. Et Terra avait appris à ne jamais lui donner prise. Au-dessus de son lit étroit se trouvaient les seuls objets qu'elle avait emportés de son ancienne vie, une photographie de sa mère, prise lorsque Terra avait 12 ans. Sa mère y souriait, debout devant leur appartement de Seattle. Mais dans ses yeux, derrière la joie apparente, se devinait une ombre, une fatigue ancienne, une tension presque imperceptible.
L'expression d'une femme portant un fardeau que personne ne voyait. À côté de la photo reposait un vieux journal, relié de cuir, les pages jaunies, gondolées à force d'être feuilletées. Tara l'avait commencé l'année de sa fuite, l'année où sa mère avait disparu sans explication. Au départ, ce carnet devait raconter ses premiers pas dans la vie sauvage. Mais il était devenu tout autre chose, un coffre rempli de questions, de souvenirs, d'hypothèses sur les derniers jours de sa mère. Elle l'ouvrit. Elle connaissait chaque phrase, chaque rature. Elle relisait les notes évoquant leur dernière conversation, tentant encore d'y déceler un avertissement invisible, une clé qu'elle aurait manquée. Les mots de sa mère résonnaient comme un écho lointain, parfois, il faut rentrer chez soi pour comprendre d'où l'on vient. À l'époque, Tara avait cru que sa mère parlait de leur ancien quartier, ou de parents dont elle n'avait jamais entendu parler. Elle ignorait que sa mère projetait de disparaître dans les montagnes. 2 semaines plus tard, une lettre arriva. 3 lignes seulement, tracées de la main délicate de sa mère. Je suis rentré chez moi, dans les montagnes. Ne me cherche pas. Tu comprendras un jour, quand tu seras prête. Tara n'avait que 23 ans. Serveuse, vivant encore dans l'appartement où elle avait grandi, enfermée dans un quotidien banal. Son père était mort lorsqu'elle avait 6 ans, dans un accident de bûcheronnage, disait sa mère. Un accident dont aucun témoin, aucun collègue ne s'était jamais manifesté. Leur famille n'était composée que d'elles deux. Et soudain, même cela lui avait été retiré. Elle avait contacté la police. Personne ne pouvait déclarer une disparition volontaire comme un crime. On avait classé le dossier en quelques semaines. Alors Tara avait cherché seule. Pendant 1 an. Elle avait parcouru chaque bourgade, chaque vallée accessible dans un rayon de 300 km. Elle avait appris à lire une carte topographique, à s'orienter au compas, à vivre dehors. La quête avait changé quelque chose en elle, l'avait dépouillée de la ville pour la remodeler en femme des bois. Et lorsqu'elle avait compris qu'elle ne retrouverait jamais sa mère par les moyens ordinaires, elle avait pris une décision radicale, elle irait là où sa mère avait choisi d'aller. Pas pour poursuivre la recherche, mais pour comprendre. Comprendre ce que les montagnes avaient de si essentiel, ce qu'elles avaient offert à sa mère. Peut-être même ce qu'elle lui avait repris. Cela remontait à 40 ans. Depuis, elle avait construit cette cabane. Depuis, elle avait appris le langage secret des saisons, la logique silencieuse des animaux, les signes avant-coureurs des tempêtes. Au fil du temps, la solitude avait cessé d'être une fuite pour devenir un refuge. Une paix fragile, certes, mais réelle. Pourtant, au cœur de cette paix subsistait une question, une seule, qui n'avait jamais cessé de brûler. Pourquoi sa mère était-elle venue ici? Et ce matin-là, en découvrant ces rails impossibles dans une forêt intacte, Tara sentit, pour la première fois, que la réponse n'était peut-être plus si loin. Que les montagnes, après 4 décennies de silence, s'apprêtaient enfin à lui parler. Et que, prête ou non, elle allait devoir écouter. Le journal avait pris du volume au fil des années, gonflé par des pages couvertes d'observations minutieuses, de croquis de plantes, d'animaux, de cartes improvisées et de techniques de survie qu'elle perfectionnait saison après saison. Mais, entre ces notes d'un pragmatisme tranquille, se glissaient d'autres passages, plus douloureux, des questions sans réponse, griffonnées dans l'encre fragile de l'espoir. Pourquoi sa mère était-elle partie? Où était-elle allée? Et surtout, que voulait-elle dire par rentrer à la maison? Ces phrases revenaient inlassablement, comme la respiration du vent entre les arbres. Tara referma le journal d'un geste lent, presque respectueux, avant de le replacer sur l'étagère de bois poli. Le matin avançait, et la journée exigeait d'elle sa part de travail. L'hiver approchait, mordant déjà la nuit de ses premières griffes, et son abri à bois avait besoin d'une nouvelle corde de sapin pour traverser la saison froide. La veille, elle avait passé plusieurs heures à affûter sa scie et sa hache, un rituel simple, presque méditatif. Aujourd'hui, elle devait se rendre jusqu'au bosquet d'arbres morts qu'elle surveillait depuis l'été, évaluant patiemment ceux que la terre avait déjà presque repris. Elle rassembla ses outils, remplit sa gourde d'eau glacée depuis le tonneau alimenté par la source, juste à côté de la porte, puis appela Timber. Le chien bondit sur ses pattes avec un enthousiasme juvénile, la queue battant l'air comme un drapeau de fête. Il adorait ses excursions dans la forêt, elle lui offrait la liberté de devancer Tara, de suivre des pistes invisibles, de devenir pour quelques heures le maître et le messager de ce monde de mousse et d'ombre. Ils partirent alors que le soleil franchissait la crête orientale, répandant une lumière dorée qui glissait entre les troncs. Le sentier était familier, tracé par des milliers de pas sur des milliers de jours.
Tera connaissait chaque arbre, chaque pierre, chaque courbe de cette route silencieuse, qu'elle avait parcourue sous la pluie, la neige, le vent, ou en plein cœur d'un été écrasant. Ici, la forêt était une cathédrale de vieux douglas et de pruches occidentales, certains âgés de 3 siècles. Leurs branches formaient une voûte si dense qu'elle filtrait la lumière du jour, plongeant le sol dans une pénombre douce et constante. Timber trottait en avant, le museau collé au sol, guidé par des parfums que seul lui pouvait lire. Tera l'observa avec cette affection paisible qui s'était tissée entre eux au fil d'une décennie de solitude partagée. Timber lui avait sauvé la vie un hiver. 3 ans plus tôt, elle avait glissé sur une plaque de glace et s'était fracturé la cheville à plus de 3 kilomètres de la cabine. Il l'avait veillée toute la nuit, levé contre elle pour lui offrir sa chaleur, refusant de bouger tant qu'elle n'avait pas réussi à se fabriquer une attelle et à rentrer en clopinant. Elle ne l'avait jamais oublié. Elle lui devait tout. Ils marchèrent près d'1 heure, et l'esprit de Tera vagabondait comme il le faisait toujours lorsqu'elle empruntait des chemins connus. Elle pensa à la liste de fournitures qu'elle devrait demander à Vernon lorsqu'il passerait la semaine suivante. Elle pensa au cerf qu'elle avait aperçu près du ruisseau la veille, serait-il toujours dans la zone lorsque la saison de chasse s'ouvrirait? Elle pensa comme toujours à sa mère. Peu importait où commençaient ses pensées, elle finissait invariablement par revenir à cette absence brûlante qui avait façonné toute son existence. Depuis quelque temps, un malaise étrange grandissait en elle. Une agitation intérieure impossible à nommer. Ce n'était pas du regret, elle avait choisi cette vie en pleine conscience, et ne l'avait jamais regrettée. C'était autre chose. Un déplacement, subtil mais réel, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Elle avait appris, en 40 années de solitude, à écouter ces intuitions-là. Aujourd'hui, elles étaient particulièrement fortes. La forêt lui semblait différente, chargée de possibilités, ou de menaces. Elle n'aurait su dire laquelle. Timber s'immobilisa brusquement. La tête levée, les oreilles tendues, le corps tendu dans une alerte silencieuse. Tera se figea à son tour, attentive au moindre signal. Le chien n'était pas inquiet, mais il avait capté quelque chose d'inhabituel. Il la regarda, puis fixa de nouveau un point invisible, avant de s'éloigner du sentier à pas mesurés et déterminés. Timber, au pied. Sa voix était basse mais ferme. Timber n'obéit pas. Et cela, en soi, était un signe. Le chien possédait un rappel parfait, il revenait toujours à la demande. Toujours. Un frisson d'inquiétude traversa Tera. Elle ajusta la sangle de son sac et suivit Timber, repoussant les grandes fougères à l'épée, traversant les buissons de salal, et se glissant sous les branches basses qui accrochaient ses cheveux et sa veste. La végétation devenait plus dense, moins familière. Pourtant, elle n'était qu'à peine à 1 mile de son trajet habituel. 40 ans qu'elle vivait ici. 40 ans à arpenter chaque colline, chaque ravin, chaque recoin de cette forêt. Elle aurait juré n'avoir rien laissé d'explorer dans un rayon de 20 miles. Mais la forêt était vaste. Et l'humilité était une leçon qu'elle avait apprise ici très tôt, il restait toujours des zones oubliées, des vallons sans nom, des lieux que personne n'avait jugé utile de visiter. Timber s'était arrêté. Rigide. Le museau pointé vers le sol, les yeux fixés sur quelque chose. Tera s'approcha, tous ses sens en éveil. Elle anticipait une carcasse, peut-être, ou la trace d'un cougar. Mais lorsqu'elle arriva à hauteur du chien et regarda enfin ce qu'il avait trouvé, son souffle se bloqua dans sa gorge. Des rails. 2 lignes parallèles de fer, rongées par le temps, d'un brun orangé, s'étendant à travers la forêt comme une cicatrice oubliée. Elles étaient envahies par la mousse, presque entièrement dissimulées sous les fougères, les aiguilles d'épicéa et les années de chute des saisons. Mais elles étaient là. Indéniables. S'enfonçant dans les arbres dans les 2 directions, droite et muette. Tera resta immobile, incapable de cligner des yeux. Elle connaissait tous les chemins de bûcherons, tous les anciens sentiers créés autrefois par les exploitants forestiers. Mais jamais, jamais il n'y avait eu une voie ferrée ici. Elle en était certaine. Elle avait étudié toutes les cartes historiques du secteur. Elle connaissait l'emplacement de chaque opération forestière abandonnée du début du XX siècle. Aucune n'avait jamais mentionné l'existence de rails dans cette vallée. Elle se pencha et écarta délicatement la mousse. Le fer était forgé à la main à un style ancien, datant probablement de la fin du XX ou du début du XX siècle. Les traverses sous les rails étaient presque entièrement réduites en poussière, mais les vieilles pointes de métal demeuraient visibles, rongées par la rouille mais toujours tenaces. Ce n'était pas une voie moderne. C'était très ancien.
60, peut-être 80 ans d'abandon. Mais qu'est-ce qui avait poussé quelqu'un à construire une ligne ici, au cœur d'une forêt vierge qui n'avait jamais été exploitée? Et surtout, pourquoi avoir effacé toute trace de son existence au point de ne figurer sur aucune carte? Elle se redressa, et son cœur se mit à battre d'une manière étrange. Pas la peur. Pas l'effort. Quelque chose d'autre, un appel, une urgence, une intuition profonde que quelque chose, quelque part, venait de s'ouvrir. Elle n'avait pas ressenti cela depuis longtemps. Depuis le jour où elle avait décidé de quitter le monde pour s'installer ici. Ce sentiment d'être à l'orée d'une vérité. Timber émit un gémissement doux, les yeux levés vers elle. Il avait perçu son trouble, et son excitation aussi. « Qu'est-ce que tu as déniché, mon vieux » murmura-t-elle en lui caressant l'oreille. Le chien se détourna, puis se mit à suivre les rails vers l'ouest. Vers l'inconnu. Vers une terre que même Tera n'avait jamais foulée. Elle hésita un instant. Un souffle de prudence. Puis elle referma la main sur la sangle de son sac, vérifia la direction sur sa boussole, marqua mentalement leur position, et se lança derrière Timber. Le bois pouvait attendre. Mais pas cela. Ils suivirent la voie ferrée, marchant entre les rails, là où la végétation était un peu moins dense. Timber, cette fois, restait tout près, comme si la forêt exigeait de lui une vigilance nouvelle. Autour d'eux, les arbres semblaient se resserrer, une armée silencieuse d'antiques géants observant leur intrusion. La voie était droite sur plusieurs centaines de mètres, puis dessinait une courbe douce, soigneusement pensée pour ne jamais être trop abrupte. Tera remarqua le calcul précis de la pente trop parfait pour une voie improvisée. Cela n'avait rien d'une ligne de bûcherons éphémère. C'était une entreprise sérieuse, pensée, financée, construite pour durer. Quelqu'un, autrefois, avait consacré du temps, des moyens, des hommes à tracer ces rails à travers un territoire pourtant resté sauvage. Elle observait tout, le sol, la mousse, les traces éventuelles d'un passage. La voie était ancienne, certes, mais quelque chose lui semblait étrange dans la manière dont la forêt l'avait reconquise. Normalement, une ligne abandonnée laissait des marques de son ancien défrichage, souches coupées autrefois, sol retourné, jeunes arbres reprenant leur place. Ici, rien de tout cela. Les arbres bordant les rails étaient immenses, des colosses centenaires, jamais touchés par une scie. Comme si les rails avaient été posés dans une forêt déjà mature, sans jamais qu'on y ait abattu un seul tronc. Cela défiait la logique. Après un autre demi-mile, Timber s'arrêta à nouveau. Il reniflait quelque chose posé directement sur les rails. Tera se pencha. Son cœur accéléra. Un médaillon. Une petite médaille en laiton terni, posée si parfaitement sur le rail qu'on aurait cru qu'une main Y avait déposé peut-être hier, peut-être il y a des décennies. Elle tendit la main pour le prendre, puis s'immobilisa. Quelque chose dans l'air avait changé. Comme si ce médaillon, minuscule et oublié, venait d'ouvrir une porte. Comme si la forêt retenait à nouveau son souffle. Comme si sa vie entière venait de basculer, silencieusement, mais irréversiblement. Tera respira profondément. Et prit le médaillon dans sa main. Quelque chose dans cette découverte avait une importance presque solennelle, comme si ramasser ce médaillon la liait à un chemin dont elle ne pourrait jamais se détourner. L'idée lui arracha un souffle incrédule. 40 années passées dans la solitude des montagnes l'avaient rendue méfiante, presque superstitieuse. Pourtant, elle sentit clairement qu'un seuil venait d'être franchi. Elle ramassa le médaillon. Le métal était tiède. Pas brûlant, pas même vraiment chaud, mais d'une chaleur inexplicable étant donné qu'il reposait depuis Dieu sait combien de temps dans l'ombre dense de la forêt. Tera le retourna dans sa paume, attentive aux moindres détails. Le laiton, piqué par l'âge, portait des traces de corrosion le long d'un fermoir rigide. Elle dut forcer doucement, patiemment, jusqu'à ce qu'un petit clic libère le minuscule coffre. À l'intérieur reposait une photographie sépia, estompée par le temps, une jeune femme en vêtements datant des années 1940 ou du début des années 1950, debout devant un bâtiment de bois. Son visage était grave, presque farouche. Ses cheveux sombres, tirés en arrière, dégageaient un front volontaire. Les mains de Tera se mirent à trembler. La ressemblance était si frappante qu'elle en eut le souffle coupé, la femme sur la photo semblait être le reflet même de sa mère. Les mêmes pommettes hautes, la même mâchoire décidée, les mêmes yeux sombres et intenses. C'était impossible, la photographie était bien plus ancienne que ne pouvait l'être sa mère et pourtant, l'évidence était terrifiante dans sa précision. Elle referma brusquement le médaillon et se leva d'un bond, le cœur affolé.
Rien de tout cela ne pouvait être une coïncidence. Des rails ferroviaires qui n'existaient sur aucune carte, surgissant au beau milieu d'une forêt qu'elle explorait depuis 4 décennies. Un médaillon contenant l'image d'une femme qui aurait pu être sa mère. Quelqu'un avait déposé cet objet ici. Quelqu'un voulait qu'elle le trouve. Ou alors, elle perdait l'esprit. Timber, son fidèle compagnon, vint frotter sa tête contre sa jambe, percevant son agitation. Tara inspira profondément, tentant de ramener son esprit à la logique. Il devait y avoir une explication. La femme sur la photo était sans doute une parente éloignée, une ancêtre dont sa mère n'avait jamais parlé. Sa mère avait toujours été secrète sur son propre passé, élue dans chaque question par des réponses vagues ou des changements de sujet délibérés. Tara glissa le médaillon dans la poche intérieure de sa veste et reprit sa marche le long des rails. Le sentiment étrange d'être tiré en avant, comme par une force invisible, s'était intensifié, presque magnétique. Toutes ses habitudes de montagnarde lui murmuraient de marquer cet endroit, de rentrer chez elle, de réfléchir calmement avant d'aller plus loin. Mais ses pieds avançaient d'eux-mêmes. Elle continua. Après une centaine de mètres, elle tomba sur un cèdre rouge occidental gigantesque dont le tronc, large de 5 mètres, formait un mur vivant. Les rails contournaient l'arbre comme s'ils avaient été posés avec révérence. C'est là, niché dans une cavité au pied du colosse végétal, que Tara aperçut un objet qui la figea. Un registre. Ancien, gondolé par l'humidité, mais miraculeusement préservé grâce au creux protecteur de l'arbre. Elle le prit avec précaution. Le cuir de la couverture était craquelé, décoloré par le temps, mais en l'ouvrant délicatement, elle découvrit des pages encore lisibles. L'écriture, fine et précise, ordonnait des colonnes de dates et de notes. Sur la première page, elle lut « Registre général de Stillwater 1947 à 1952 ». Dessous figurait une liste de noms, de dates, d'observations diverses. Elle parcourut du regard les premières lignes, remarquant des patronymes familiers, Wilson, Thomson, Harrison. Des noms courants, certes, mais leur présence ici, dans ce registre caché au milieu de nulle part, fit courir un frisson glacé le long de son échine. Elle tourna les pages. Les entrées racontaient la vie quotidienne d'une petite communauté, naissance, décès, arrivée, départ, stock de provisions, commandes reçues. C'était une chronique minutieuse d'un village nommé Stillwater, un nom qu'elle n'avait jamais entendu. Puis, au milieu du registre, une note la foudroya. 12 juin 1951 V. Kellen est arrivée aujourd'hui. Dit qu'elle restera pour toujours. Kellen. Le nom de jeune fille de sa mère. Tara sentit ses jambes lâcher. Elle s'assit lourdement au sol, le registre serré entre ses mains tremblantes. Sa mère, Anna Kellen, ne parlait jamais de son enfance. Elle avait toujours affirmé être fille unique, orpheline depuis longtemps. Mais ici se trouvait une preuve qu'une certaine V. Kellen avait vécu dans un lieu dont Tara n'avait jamais entendu parler. Si cette V. Kellen était sa grand-mère, cela coïncidait. Sa mère était née en 1948. Ce registre pourrait donc contenir des fragments de leur histoire familiale, une histoire que sa mère avait délibérément enfouie. Mais pourquoi? Qu'était Stillwater? Et comment une communauté entière pouvait-elle disparaître des cartes, de la mémoire collective, comme si elle n'avait jamais existé? Elle poursuivit sa lecture. Après juin 1951, le nom de V. Kellen revenait souvent, elle travaillait apparemment dans une boutique générale, participait aux réunions du village. En mars 1952, une note brève et troublante apparut. V. Kellen, statut de résidente permanente confirmé. Puis plus rien. La dernière entrée datée du 15 mars 1952. Les pages suivantes étaient totalement vierges, comme si Stillwater avait cessé d'exister du jour au lendemain, sans conclusion, sans avertissement, sans trace. Tara referma le registre avec une lenteur respectueuse et se releva. Timber la fixait, sa queue battant le sol, incertain, comme s'il lui demandait s'ils poursuivaient leur route. Elle regarda les rails qui s'enfonçaient dans l'ombre de la forêt. Quoi qu'ait été Stillwater, ces rails y menaient. Et elle irait jusqu'au bout. Mais d'abord, elle devait marquer cet endroit avec précision. Elle sortit sa boussole, son carnet, et nota soigneusement sa position par rapport à sa cabane. Elle décrivit les repères, le cèdre colossal avec son évidement, la courbe distincte des rails, l'affleurement rocheux visible au nord à travers les arbres. Si elle devait revenir ou se perdre, elle aurait un point de référence solide. C'est alors qu'elle remarqua des empreintes dans la terre meuble. Des traces de bottes. Pas les siennes, celles-ci étaient plus larges, plus profondes,
laissées par quelqu'un de plus grand, de plus lourd. Et surtout, elles étaient récentes, un jour ou deux tout au plus. Quelqu'un d'autre avait marché ici. Quelqu'un d'autre connaissait ces rails, Stillwater, et ce qui se trouvait au bout. Une vague de peur, mêlée d'excitation, la traversa. Elle n'était pas la seule à chercher. Mais l'autre personne avait choisi de rester invisible. Était-ce par prudence, ou pour une raison plus sombre? Tara posa sa main sur la tête de Timber. On ne rebrousse pas chemin, mon garçon. Trop de questions. Le chien remua la queue, comme s'il comprenait qu'ils venaient d'accepter leur destin, que ce qui avait commencé ce matin ne s'arrêterait que lorsqu'ils auraient atteint la fin de ces rails. Elle rangea le registre dans son sac, à côté du médaillon, vérifia sa gourde, et se remit en marche. Le soleil montait dans le ciel, mais sous les branches hautes et épaisses de la forêt ancienne, une pénombre permanente régnait. Elle décida de suivre les rails jusqu'en milieu d'après-midi. Si elle ne trouvait rien de concluant d'ici là, elle ferait demi-tour et reviendrait les jours suivants, mieux équipée. Mais, au fond d'elle, elle savait qu'elle n'aurait pas à revenir. Les rails menaient à quelque chose. À quelque part. Quelque part de crucial. Pour la première fois depuis 40 ans, elle avançait vers des réponses au lieu de s'en éloigner. La forêt semblait retenir son souffle, suspendue dans une attente silencieuse. Les rails s'étendaient vers l'ouest, montant progressivement vers un terrain plus élevé. Tara marchait d'un pas régulier, économe, son corps habitué aux saisons rigoureuses de la montagne. Elle avançait comme on respire, calmement, profondément, sans lutte inutile en communion avec le paysage plutôt qu'en opposition. Le mystère de Stillwater s'épaississait à chaque pas. Et pourtant, pour la première fois depuis des décennies, elle sentait que quelque chose, peut-être le passé qu'elle avait passé toute une vie à fuir, venait enfin à sa rencontre. Timber courait en éclaireur, disparaissant et réapparaissant entre les fougères hautes comme des épaules, revenant régulièrement vérifier que Tara suivait bien son rythme avant de repartir dans l'ombre mouvante du sous-bois. Peu à peu, elle sentit que la forêt changeait autour d'elle. Ce n'était pas seulement une impression, les arbres même semblaient appartenir à un autre temps, à une couche plus profonde et plus ancienne du monde. Devant elle se dressaient des douglas et des cèdres d'une taille si colossale qu'ils paraissaient avoir assisté aux 4 ou 5 derniers siècles comme de vieux rois enracinés. Leur écorce sculptée par le vent portait les cicatrices des âges, et leur parfum de résine flottait dans l'air comme la mémoire d'un monde disparu. Le sous-bois, lui aussi, était différent de tout ce qu'elle connaissait. Des fougères géantes, presque préhistoriques, s'ouvraient sous ses pas dans un bruissement humide. Des plantes inconnues parsemaient le sol, des variétés qu'elle n'avait jamais vues malgré 40 ans de vie solitaire dans ces montagnes. Tara, qui croyait connaître chaque talus, chaque racine et chaque saison de ce territoire, avait l'impression d'avoir franchi la frontière invisible d'un autre royaume, un lieu resté hors de portée de toute connaissance accumulée. Après environ 3000 de marche, les premiers signes tangibles du passé émergèrent des ombres, les vestiges d'une infrastructure ferroviaire oubliée. Juste à côté des rails, elle trouva une pile de traverses pourries, soigneusement empilées comme si un ouvrier les avait mises de côté lors d'une réparation qui n'avait jamais eu lieu. Plus loin, un vieux coffre à outils en métal, ouvert et rongé par la rouille, reposait à demi enfoui dans la mousse. À l'intérieur, les outils et des clés, des pics, un marteau avaient été réduits à des fragments corrodés. Pourtant, malgré la dévastation du temps, elle devinait encore la forme, l'équilibre, la main humaine qui avait autrefois manié ces objets précieux. Elle se mit à genoux et examina attentivement les outils. L'usure, le style, les marques de fabrication, tout indiquait les années 1940 ou le début des années 1950. Des dates cohérentes avec celles trouvées dans le registre qu'elle avait déjà découvert. Ces rails avaient donc été utilisés activement il y a environ 70 ans, transportant du fret ou peut-être même des passagers à travers une étendue sauvage que presque plus personne ne soupçonnait encore. Un peu plus loin, elle trouva une lanterne brisée suspendue à une branche à hauteur d'épaule. Le verre était réduit en éclats, mais le cadre métallique tenait encore. Elle imagina la scène, un ouvrier travaillant de nuit, accrochant sa lanterne pour éclairer une petite bulle de clarté au cœur de l'immensité nocturne de la forêt ancienne. Une vie entière enfermée dans cet objet si simple, un instant gelé dans le temps. Chaque découverte rendait la réalité plus saisissante. Ce n'était pas une voie secondaire de bûcherons abandonnés à la hâte. C'était une ligne soigneusement construite, méticuleusement entretenue pendant des années, soutenue par des ressources considérables. La forêt avait peut-être repris ses droits, mais elle ne pouvait effacer les traces d'un passé où ces rails avaient compté pour quelqu'un. Les empreintes de bottes continuaient leur course silencieuse le long des rails. Toujours parallèles.
jamais hésitante. Celui ou celle qui avait marché ici récemment n'avait pas erré au hasard, il cherchait quelque chose, ou peut-être consignait-il méthodiquement ce qu'il découvrait. Une étrange fraternité grandissait en elle, une connexion inattendue avec cet autre chercheur invisible. Il suivait le même fil, marchait dans les mêmes pas, porté par la même curiosité insatiable. Vers le milieu de la journée, la voie ferrée décrivit un virage net vers le sud, se glissant dans une brèche naturelle entre deux crêtes rocheuses. Et là, dans la fourche d'un grand pruche, à hauteur de poitrine, quelque chose attira son attention et fit battre son cœur plus vite, une sacoche en cuir, ancienne, incroyablement bien préservée malgré son âge. Elle pendait d'une lanière brisée, comme si quelqu'un l'avait suspendue là volontairement, marquant un lieu important, avec l'intention de revenir, intention jamais accomplie. Avec précaution, Théra libéra la sacoche des branches. Le cuir était sec et craquelé, mais les boucles fonctionnaient encore. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle souleva le rabat. À l'intérieur, elle trouva une carte. Une carte dessinée à la main, détaillée, précise du travail de professionnel. Elle l'étendit délicatement sur le sol et posa des pierres sur les coins pour la maintenir ouverte. La carte révélait le tracé complet de la voie ferrée, un départ quelque part à l'est, probablement connecté à une ligne principale, puis une progression vers l'ouest à travers la montagne. Plusieurs points de repère y figuraient, des cols, des gués, des pentes difficiles. Mais ce fut la destination finale qui la figea. À l'extrémité ouest, soigneusement inscrit dans un petit carré, Stillwater. En dessous, une note manuscrite indiquait « Population 340, opération forestière établie en 1947 ». Théra suivit le tracé du doigt. Si la carte était exacte et tout dans sa finesse indiquait qu'elle l'était, alors elle se trouvait pile au milieu du trajet. 3 ou 4 milles la séparaient encore de cette ville disparue. Elle examina les annotations ajoutées dans les marges. Elle décrivait les défis techniques rencontrés lors de la construction, rocher dynamité ici, août 1948, pont requille crue de printemps forte, pente trop raide de nouveau tracé vers le nord. Tout témoignait d'un immense projet d'ingénierie, réalisé avec ambition et moyens. Mais une mention l'intrigua davantage, source d'aquifères prévue pour développement de puits. Quelqu'un avait imaginé un avenir pour Stillwater, un avenir durable, solide. Une ville appelée à croître, à durer. Alors pourquoi n'existait-elle sur aucune carte moderne? Comment une communauté de plus de 300 habitants pouvait-elle disparaître sans laisser de traces? Elle plia la carte soigneusement et la rangea dans son sac. Il restait un autre objet dans la sacoche, un petit carnet, terriblement abîmé par l'humidité, mais encore lisible. Feuilletant rapidement, elle repéra un mélange de notes techniques, des calculs, des mesures, des repères topographiques. Mais la dernière page contenait quelque chose de différent, une entrée personnelle, écrite d'une main plus ample. 1er octobre 1951. On dit que cette ville durera toujours. Le bois ne manquera pas de notre vivant. Bon travail, bon salaire, bonne communauté. Peut-être que je m'installerai ici quand la ligne sera achevée. Une puissante nostalgie l'envahit. Cet homme, ce géomètre, sans doute avait placé ses espoirs dans Stillwater. Il y avait cru. Il l'avait rêvé comme un foyer possible. Qu'était-il arrivé pour que tout cela s'effondre? Elle remit le carnet dans son sac et reprit sa marche. Le poids du registre, de la carte et du cahier lui semblait soudain lourd, comme si elle portait sur son dos les fragments de vies oubliées, les ambitions, les rêves et les efforts d'hommes et de femmes dont plus personne ne prononçait le nom. Des vies qui avaient contribué à bâtir quelque chose qu'il pensait éternel. Les empreintes devenaient plus nettes. Plus récentes. La personne qu'elle suivait s'était arrêtée ici, avait examiné les mêmes reliques, avait ressenti peut-être la même commotion silencieuse. Cette pensée, aussi étrange soit-elle, lui apporta du réconfort, elle n'était pas seule à chercher. Quelqu'un d'autre aussi avait senti l'appel de ce mystère. C'est alors que Timber aboya non pas son aboiement d'alerte, mais celui, joyeux et insistant, qui signalait une découverte excitante. Théra accéléra le pas. Le chien l'attendait près d'un espace dégagé où les traces d'un campement récent étaient visibles. Les pierres du foyer formaient encore un cercle ordonné. Le sol portait l'empreinte d'une tente. Partout, des marques de chaussures. Quelqu'un avait passé au moins une nuit ici, peut-être davantage. Elle s'agenouilla près du foyer, prit une poignée de cendre entre ses doigts. Froide, mais récente, 2, peut-être 3 jours. L'inconnu avait été méticuleux, respectant scrupuleusement les principes du « Leave no trace », mais même les marcheurs les plus prudents ne peuvent dissimuler chaque signe de leur passage.
Autour, elle trouva d'autres indices, un emballage de sucreries oublié, une marque circulaire dans la terre peut-être laissée par la carte qu'elle venait d'examiner et surtout, une série de petits cairns. 3 pierres empilées, espacées régulièrement, toutes orientées vers l'ouest. Des marqueurs. Un langage silencieux destiné à guider, soi-même, ou quelqu'un derrière. L'idée la traversa comme un frisson, était-elle suivie? Était-elle attendue? Elle se redressa au centre du campement, scrutant les arbres immenses. La personne devant elle savait pour Stillwater. Elle suivait la même piste. Et elle n'était qu'à quelques heures d'avance. Cette pensée était à la fois électrisante et inquiétante. Il lui restait à décider, continuer ou rebrousser chemin. La lumière commençait déjà à s'adoucir. Elle avait parcouru 3000 depuis sa première découverte des rails. Sa cabane se trouvait 4000 derrière elle, dans une direction différente. Continuer vers Stillwater signifiait se retrouver à 7000 de chez elle, en terrain inconnu, avant que la nuit tombe. Elle inspira profondément, le cœur battant au rythme silencieux du mystère qui l'attirait toujours plus loin. Stillwater l'attendait. Ou quelque chose ou quelqu'un l'attendait là-bas. Elle sentit immédiatement que quelque chose en elle venait de céder, comme une digue rompue devant une marée trop longtemps retenue. Le tiraillement qui l'appelait vers l'ouest était devenu trop puissant pour qu'elle lui résiste encore. Depuis 40 ans, elle attendait une piste n'importe laquelle qui pourrait enfin lui offrir une réponse, un signe, un fil ténu menant vers la vérité sur la disparition de sa mère. Elle avait passé toute une vie à chercher un indice, un fragment de preuve, un murmure dans le vent. Et maintenant qu'elle se trouvait face à la première trace concrète depuis des décennies, elle ne pouvait pas rebrousser chemin. Pas alors qu'elle sentait que la vérité, après tant de silence, n'était plus qu'à quelques pas de révéler son visage. Elle se redressa, prit une longue inspiration et prit sa décision. Elle continuerait à avancer jusqu'à atteindre Stillwater, ou bien jusqu'à ce que l'obscurité l'oblige à s'arrêter. Si elle devait passer la nuit en pleine nature, qu'il en soit ainsi. Ce ne serait pas la première fois. Elle avait acquis assez d'expérience pour survivre avec le strict minimum, pour lire les arbres, les ombres et les bruits du vent comme d'autres lisent les pages d'un livre. Timber, son fidèle compagnon, la réchaufferait s'il le fallait. Dans son sac, elle avait de l'eau, un peu de viande séchée, et surtout cette obstination farouche qui lui avait permis de rester en vie dans la solitude des cascades pendant 4 décennies. Elle suivit les rails anciens, gagnés par une urgence qu'elle ne s'expliquait pas elle-même. Les traverses de bois pourris, les barres d'acier rouillées, tout cela formait une route étrange et oubliée, s'enfonçant dans des contrées qu'elle n'avait jamais explorées. Un chemin vers des réponses qu'elle croyait à jamais perdues, un chemin qu'un autre, quelque part devant elle, avait aussi choisi d'emprunter. Un inconnu qui déposait soigneusement des pierres sur sa route, des balises muettes qui semblaient lui dire « Continue. Tu es sur la bonne voie. » L'aube la trouva endolorie, perdue dans un rêve brumeux dont elle eut du mal à s'extirper. Pendant de longues secondes, elle ne sut plus où elle se trouvait. Puis tout lui revint, les rails, la marche interminable à travers un territoire absent de toutes les cartes, le choix de camper dehors plutôt que de faire demi-tour. Elle avait trouvé refuge sous les immenses branches d'un cèdre monumental dont les ramures formaient un abri naturel contre l'humidité nocturne. Timber s'était blotti contre elle, sa présence chaude et rassurante protégeant son flanc du froid mordant de la montagne. Son sac avait servi d'oreiller, et elle s'était enveloppée dans la couverture de survie qu'elle gardait toujours avec elle. Mais ce n'était ni le froid ni l'inconfort qui avaient perturbé son sommeil. C'était autre chose. Une sensation obscure. La certitude profonde qu'elle n'avait pas été seule. Les traces le confirmaient, des empreintes de bottes avaient contourné son campement à une trentaine de pieds, régulières, larges, lourdes. Les mêmes empreintes qu'elle suivait depuis la veille. Celui ou celle qui les avait faites était passé près d'elle durant la nuit, assez silencieusement pour ne pas réveiller Timber, ce qui n'était pas un exploit anodin. L'inconnu l'avait observé. Puis il avait continué sa route sans tenter d'établir le moindre contact. Un frisson glacé lui parcourut les épaules. Ce frisson n'avait rien à voir avec la morsure du matin. Elle avait dormi vulnérable, à découvert, et quelqu'un, un être vivant, réel, tangible l'avait observé dormir dans cette solitude profonde où elle pensait être seule depuis des décennies. Cette présence inconnue n'était ni un animal, ni une illusion née de la fatigue. C'était un être humain. Un être humain qui avait choisi de ne pas se manifester. Par prudence? Par peur? Ou pour une raison autrement plus sombre? Elle repoussa cette idée pour ne pas laisser la peur s'installer. Elle se leva lentement,
ses articulations protestant comme pour lui rappeler qu'à 63 ans, dormir à même le sol n'avait plus rien de confortable. Pourtant, elle était encore solide. Elle avait parcouru plus de 30 kilomètres la veille, de son chalet jusqu'à cette clairière. Elle pouvait marcher 30 kilomètres de plus si c'était nécessaire. Elle donna à Timber la dernière portion de venaison séchée. Sa gourde presque vide lui rappela qu'elle devrait trouver de l'eau rapidement. La nourriture pouvait attendre, mais pas l'eau. Elle se remit en route, attentive au moindre bruissement, consciente que l'inconnu qui avait tourné autour de son camp pouvait encore rôder dans les environs. La forêt était silencieuse, seulement troublée par l'appel mélancolique des grives et le martèlement lointain d'un pic. Après un mile supplémentaire, les rails commencèrent à descendre dans une vallée qu'elle n'avait jamais explorée. Le sol y était différent, bouleversé autrefois par les activités humaines. D'énormes souches anciennes, couvertes de mousse, formaient une mosaïque verte et veloutée entre les jeunes arbres d'un siècle naissant. Tout correspondait aux dates notées dans les registres qu'elle avait déjà trouvés. Plus loin, elle en découvrit d'autres cachés dans des troncs creux ou glissés sous des rochers. Chaque cahier représentait un fragment précieux de l'histoire oubliée de Stillwater. Elle apprit qu'il s'agissait d'une ville forestière fondée en 1947 par Cascade Timber Consolidated. Les ouvriers affluaient avec femmes et enfants, attirés par les salaires et la stabilité qu'offrait l'industrie du bois. Les pages jaunies racontaient les naissances, les mariages, les commandes de matériel, les quantités de bois expédiées, les réunions communautaires. Une ville, une vraie, avait existé ici vivante, animée, pleine de rires, de cris d'enfants, de joie simple. Ce qui la frappait le plus, c'étaient les notes personnelles. Le récit attendri d'une pièce de théâtre improvisée à Noël. Le grand pique-nique au bord du ruisseau durant l'été. La naissance de jumeaux chez les Harrison. Il y avait tant de chaleur, tant d'humanité dans ces comptes rendus qu'elle en sentit la gorge se serrer. Puis elle trouva l'objet qui fit vaciller toutes ses certitudes. À moitié enfouie sous un tapis de feuilles en décomposition se trouvait une montre de poche. Elle la ramassa délicatement, comme si elle était sacrée. Le métal terni portait encore des traces d'un passé lointain. Le verre était fissuré, mais toujours fixé. L'aiguille était figée à 3h47. Était-ce le matin? Le soir? Impossible à dire. Elle retourna la montre et lut l'inscription gravée au dos. Les mots la frappèrent comme un coup au ventre. AVK. Le temps ne compte plus lorsque l'on est chez soi. VK Victoria Kellen. Le nom apparaissait plusieurs fois dans les registres. Ses mains tremblaient lorsqu'elle ouvrit le boîtier. À l'intérieur, le mécanisme rouillé ne bougea pas, mais derrière les engrenages se cachait une minuscule photographie. Une jeune femme tenant un bébé, toutes deux souriant, sous un soleil disparu depuis longtemps. Au verso, une écriture à peine lisible. Victoria et sa fille, 1949. Tara se laissa tomber sur un tronc, incapable de bouger pendant de longues minutes. La montre serrée contre sa paume semblait irradier une chaleur étrange, comme si des vies entières y étaient restées piégées. Si Victoria Kellen était sa grand-mère, alors l'enfant sur la photographie, cette petite fille au sourire serein, ne pouvait être que sa mère. Tout concordait. Sa mère, née en 1948. Elle aurait eu environ 1 an en 1949. Cela signifiait qu'elle était née ici. À Stillwater. Dans ce village enfoui sous la forêt. Elle y avait vécu ses premiers mois, peut-être ses premières années. Tout ce que sa mère lui avait raconté, qu'elle avait grandi à Seattle, qu'elle n'avait pas de famille, que tout ce qui précédait sa rencontre avec le père de Tara appartenait au passé et n'était pas seulement approximatif. C'était faux. Ou, plus précisément, soigneusement effacé. Mais pourquoi? Qu'avait-il pu se passer à Stillwater pour que sa mère renonce à toute cette histoire? À tout ce sang? À tout ce qu'elle avait été enfant? Et pourquoi n'avait-elle jamais parlé de Victoria? Tara se releva, galvanisée par un sentiment nouveau. Ce qu'elle cherchait depuis 40 ans ne relevait plus seulement de la curiosité. C'était devenu intime. Vital. Cela touchait à sa propre identité, à ses racines profondes, à la première génération de femmes dont elle descendait. La dernière lettre laissée par sa mère, « Je suis retourné chez moi, dans les montagnes », prenait soudain un sens terrifiant. Sa mère était revenue ici. Elle avait foulé ses terres. Elle avait marché sur ses rails. Et elle n'était jamais revenue. Les empreintes de pas devant elle étaient plus récentes maintenant. Quelques heures, tout au plus. L'inconnu marchait toujours devant elle.
Toujours juste assez loin pour rester invisible. Mais il était proche. Très proche. Tera accéléra le pas. Elle ne se préoccupait plus de discrétion. Elle devait atteindre Stillwater. Elle devait voir ce qu'il restait de la ville où sa mère avait vu le jour. Plus elle avançait, plus la forêt portait les marques d'une ancienne activité humaine, câbles d'acier rouillés, scies brisés, vestiges effondrés d'abris ou d'ateliers. Tout avait été englouti par la mousse, le temps et le silence, mais les traces étaient là, indéniables. Ce lieu avait jadis abrité des dizaines de familles, des travailleurs, des enfants. Vers midi, elle aperçut la première fondation. Des pierres couvertes de mousse formaient un rectangle parfaitement aligné, les contours d'un bâtiment disparu. À vue d'œil, une surface d'une dizaine de mètres sur 12. Peut-être une maison. Peut-être un dortoir pour les bûcherons. 50 mètres plus loin, une autre. Puis une troisième. Puis d'autres encore. Le sol se couvrait de rectangles de pierre, comme une carte que l'on déplie lentement. Tera en compta 12 avant de comprendre. Ce n'était pas un simple camp de travail. C'était une ville. Une vraie ville. Avec ses rues, ses bâtiments, ses familles, son école, son épicerie, ses rituels et ses secrets. Elle se tenait désormais au cœur même de Stillwater. Le lieu où sa mère était née. Et peut-être, le lieu où tout avait pris fin. Les bâtiments avaient disparu. Pas effondrés, pas brûlés et effacés. Arrachés de la terre comme si une main géante avait voulu faire disparaître jusqu'au dernier souvenir de Stillwater. On avait démonté chaque structure, pierre par pierre, planche par planche, jusqu'aux pierres même des fondations. Il ne restait que des marques dans le sol, des cicatrices d'un village englouti par le silence. Tera avançait lentement dans ce fantôme de communauté, tentant d'imaginer ce qu'avait pu être la vie ici, 70 ans plus tôt. Elle voyait, dans son esprit, des enfants courant dans les allées poussiéreuses, des femmes suspendant du linge à des cordes entre deux vérandas, des hommes rentrant de l'exploitation forestière, les épaules lourdes mais le rire facile. Elle imaginait les odeurs mêlées de résine, de fumée de bois, de pain chaud, les bruits de casseroles, de portes qui claquent, de voix qui se répondent d'une maison à l'autre. Aujourd'hui, il ne restait que la respiration du vent et le murmure des arbres anciens qui avaient repris leurs droits. La forêt avait effacé l'homme, comme on efface une écriture à la craie. Au centre de l'ancien campement, elle trouva la plus grande des fondations. Les pierres y étaient disposées avec plus de soin que les autres, comme si cet édifice avait été important, peut-être le bureau de la compagnie, peut-être le magasin général. C'est là, parmi les ruines, qu'elle découvrit quelque chose qui lui glaça le sang. Le sol avait été récemment retourné. Pas par un animal. Pas par l'érosion. Par une main humaine. Très récemment un jour, peut-être deux. Quelqu'un avait soigneusement dégagé des pierres, creusé la terre brun sombre, cherché quelque chose enfoui sous la vieille structure. Et ce quelqu'un était là. Debout au bord de la clairière. À la regarder. Tera se figea, son cœur martelant contre ses côtes. L'homme semblait dans la soixantaine avancée. Son visage marqué par les intempéries portait les rides profondes de ceux qui ont trop vu, trop marché. Ses cheveux gris, tirés en queue de cheval, témoignaient d'un certain ordre au milieu d'un chaos de vie. Ses vêtements de randonnée étaient délavés, rapiécés par endroits. Son sac à dos, usé jusqu'aux fibres, semblait avoir traversé des décennies de sentiers. Il gardait les mains ouvertes, visibles, sans menace, comme pour dire « Je ne viens pas pour te faire du mal ». Je me demandais quand tu finirais par me rattraper, lança-t-il, sa voix portant sans effort dans la clairière. Tu marches vite. Tera sentit sa main se poser instinctivement sur la poignée du couteau à sa ceinture. Elle ne tira pas la lame, mais son geste suffit à faire dresser les oreilles de Timber. Le chien resta immobile, cou tendu, prêt à bondir si elle le commandait. Qui êtes-vous ? Owen Pritchett. Il fit un pas en avant, lent, mesuré. Le frère aîné de Vernon. Le nom dissipa une partie de la tension en elle. Vernon, son convoyeur de ravitaillement, avait parlé de ce frère. Un journaliste, un homme qui avait passé sa vie à dénicher des histoires perdues dans des coins oubliés. Vous me suivez, dit-elle. Ce n'était pas une question. Je suis la même piste que toi, répondit-il. Je travaille là-dessus depuis 20 ans. Hier, j'ai vu des traces fraîches. J'ai compris que quelqu'un d'autre avait enfin trouvé la voie ferrée. Je ne pensais pas que ce serait toi. Vernon dit souvent que tu connais mieux ces montagnes que quiconque.
40 ans à les parcourir, à les écouter. Tera l'observa longuement. Une prudence acquise dans l'isolement, dans la survie. Cet homme pouvait-il être un ennemi? Un manipulateur? Un piège? Mais il y avait dans son regard une fatigue sincère, une tristesse discrète lorsqu'il contemplait les ruines. Pas l'exaltation du chasseur de trésors. Plutôt la lassitude de celui qui porte trop de secrets. Pourquoi vous n'êtes pas venu me parler plus tôt? Parce que je ne savais pas qui tu étais. Et parce que j'ai appris à me méfier. Ceux qui ont fait disparaître Stillwater ne voulaient pas qu'on le retrouve. Peut-être qu'il surveille encore. Tera se sentait soudain observé par la forêt entière. Owen reprit, plus doux, on peut parler? J'ai du café dans le sac. Et je parie que tu marches depuis hier avec rien d'autre que de l'eau et une sacrée dose d'entêtement. Un léger sourire échappa à Tera malgré elle. Du café, oui. Ils s'assirent sur les pierres froides de l'ancienne fondation. Owen sortit un minuscule réchaud, une casserole cabossée, un vieux pot de café en poudre. Pendant que l'eau chauffait, il sortit de son sac une pochette protégée par un plastique étanche. J'étais journaliste d'investigation, expliqua-t-il. 30 ans à courir après la vérité, au risque d'en perdre la santé, parfois même la vie. Puis, il y a 20 ans, une femme m'a contacté. Elle disait détenir des informations sur un scandale corporatif dans les Cascades. Quelque chose qui remontait aux années 50. Le cœur de Tera accéléra. Quelle femme? Elle n'a jamais donné son vrai nom. Elle utilisait un alias. Payait en liquide. Refusait toute rencontre. Mais elle m'a envoyé des documents, des copies d'archives comptables, des photos, des cartes, assez pour comprendre qu'il s'était passé quelque chose de grave dans un endroit appelé Stillwater. Il étala les documents sur les pierres. Tera vit des photocopies de registres semblables à ceux qu'elle avait trouvés, des cartes soulignant la route du chemin de fer, des photos d'hommes au travail, de femmes devant des maisons en bois, d'enfants jouant dans la poussière. Elle m'a engagé pour enquêter. Chaque mois, pendant 1 an, elle m'envoyait de l'argent et d'autres documents. Puis, un jour, tout a cessé. Plus de lettres. Plus 1 centime. Comme si elle avait disparu. Quand? Demanda Tera, même si elle connaissait déjà la réponse. Fin 1984. Dernier contact début 1985. Il la regarda. Ses yeux cherchaient la vérité qu'elle tentait de cacher. Vernon m'a dit que ta mère avait disparu à cette époque. Alors quand je t'ai vu suivre les rails, j'ai commencé à me poser des questions. Tera sortit la montre de poche qu'elle avait trouvée et la tendit à Owen. L'inscription est adressée à VK. J'ai trouvé un registre mentionnant l'arrivée d'une certaine Victoria Kellen en 1951. Le nom de jeune fille de ma mère était Kellen. Owen examina la montre, puis la photo à l'intérieur. Son visage changea. Un mélange de surprise et de reconnaissance. La femme qui m'a engagé, elle m'a envoyé une photo un jour. Une seule. Elle y était plus jeune, mais, je suis presque certain que c'est la même personne. Il sortit une enveloppe et en tira une photographie. Une femme d'une 30aine d'années, les cheveux sombres, le regard sérieux, les traits tellement semblables à ceux de Tera que cela en devenait douloureux. La vérité la frappa comme un coup en pleine poitrine. Sa mère avait été ici. Sa mère savait. Sa mère enquêtait. Sa mère avait suivi cette piste avant elle. Et sa mère avait disparu à son tour. Qu'avez-vous découvert? Demanda Tera d'une voix rauque. Owen lui tendit une tasse de café fumant. Stillwater a été fondé en 1947 par Cascade Timber Consolidated. Une simple ville forestière. La compagnie a construit un chemin de fer pour transporter les grumes. Ils ont fait venir des ouvriers, des familles. Pendant 5 ans, tout fonctionnait bien. Il marqua une pause. Puis, en mars 1952, quelque chose s'est passé. L'entreprise a immédiatement fermé le site, évacué tout le monde, puis a méthodiquement effacé toute trace de l'existence du camp. Le vent souffla, soulevant un nuage de poussière qui dansa dans la lumière. Pourquoi? C'est ce que j'essaie de comprendre depuis 20 ans. Il sortit d'autres documents et des photocopies de pages noircies, de lettres caviardées, de numéros de dossiers classifiés. J'ai trouvé des références à une intervention du gouvernement fédéral. Des dossiers judiciaires scellés. Des accords de non-divulgation signés par d'anciens travailleurs. C'était grave, Tera.
Assez grave pour que l'État décide de tout recouvrir d'un linceul. Terra pensa au registre qu'elle avait feuilleté, ces lignes interrompues brusquement en mars 1952. Elle pensa à Victoria Kellen, notée comme résidente permanente, soudain rayée des listes sans explication. Elle pensa à sa propre mère, suivant les traces de cette disparition, puis se volatilisant à son tour. Des gens sont morts ici, murmura-t-elle. Le silence retomba, lourd comme la neige d'hiver. Seuls les arbres semblaient respirer. Owen hocha lentement la tête. Oui. Et quelqu'un, quelque part, a tout fait pour que personne ne le sache. Terra serra la tasse entre ses mains tremblantes. Devant elle, les pierres muettes, les empreintes fantômes, les fondations dénudées semblaient soudain raconter une autre histoire, une histoire de peur, de fuite, de secrets enfouis sous des décennies de feuilles mortes. Et pour la première fois depuis qu'elle avait mis le pied sur ces rails oubliés, Terra comprit que la vérité qu'elle cherchait, la vérité sur sa mère, sur Stillwater, sur elle-même, allait peut-être la mener beaucoup plus loin que ce qu'elle avait imaginé. Plus loin, et peut-être en territoire dangereux. Mais elle n'allait plus faire demi-tour. Jamais. Ce n'était pas une question. Owen hocha lentement la tête, comme si chaque mot exigeait un effort ancien. Je le crois, oui, mais je n'ai jamais pu en apporter la preuve. L'entreprise a détruit la plupart de ses archives. Le gouvernement a scellé le reste. Les anciens employés sont morts ou ont refusé de parler. À chaque piste, je me heurtais au silence. Et puis ma mère vous a contacté. Elle avait des documents que je n'avais jamais vus. Des mémos internes, des dossiers médicaux, une correspondance secrète entre dirigeants. Des fragments d'un passé dangereux, rassemblés par une femme déterminée à comprendre la vérité. Elle avait dû y consacrer des années, pourtant elle n'avait jamais révélé où elle les avait trouvés. Après sa disparition, Owen avait cherché, retournant les mêmes pierres encore et encore, sans jamais retrouver la trace de ses sources. Terra se redressa, observant les fondations éventrées autour d'elle. Ce lieu désormais muet avait autrefois abrité des vies, des rires, des drames. Et c'était ici, dans cette ville fantôme, que sa mère avait mis la main sur quelque chose d'assez important pour mourir pour lui. Une preuve qui demeurait peut-être encore enfouie, attendant que quelqu'un la découvre. Elle est revenue ici, murmura Terra. C'est ce que signifiait sa lettre. Elle retournait dans les montagnes, à Stillwater, pour achever ce qu'elle avait commencé. J'ai fouillé cette zone des dizaines de fois au fil des ans, répondit Owen. Si elle a caché quelque chose ici, elle l'a fait avec soin. Mais l'esprit de Terra était déjà ailleurs, tourné vers la petite montre de poche retrouvée quelques jours plus tôt, vers l'inscription gravée à l'intérieur, « Le temps n'a plus d'importance quand tu es chez toi ». Elle repensait aussi au registre dissimulé dans des arbres le long des rails abandonnés, à la manière presque ludique dont sa mère laissait toujours des messages dans des endroits où seule une personne qui la connaissait intimement penserait à regarder. Elle aurait caché ça quelque part en lien avec Victoria, murmura Terra. Un lieu qui signifiait quelque chose pour ma grand-mère. Un endroit que seule la famille pouvait comprendre. Owen se tourna vers elle, soudain vif et attentif. Vous avez une idée de ce que ça pourrait être? Terra repensa aux registres trouvés dans la forêt, les notes personnelles, les mentions de fêtes, d'événements communautaires, de lieux importants pour les habitants de Stillwater. Elle était persuadée qu'au milieu de ces lignes se cachait un indice laissé pour elle, un message que sa mère avait voulu lui transmettre. Ils passèrent l'après-midi à fouiller les ruines de Stillwater, cherchant tout ce qui pourrait relier cet endroit à Victoria Kellen, ou qui leur indiquerait où sa mère avait caché ses preuves. Les fondations livraient peu, le démantèlement de la ville avait été méthodique, presque chirurgical. Pourtant, dans les pierres du plus grand bâtiment, l'ancien site de fouilles d'Owen, ils découvrirent quelque chose d'important. Partiellement enseveli dans la terre gisait un lourd seau de laiton. Owen en brossa la poussière avec précaution. Un aigle y était gravé, tenant une bannière. Autour, l'inscription « Cascade Timber Consolidated Division de Stillwater ». Un sceau officiel, murmura Owen. On l'utilisait pour authentifier des contrats ou des documents administratifs. Le fait qu'il ait été laissé la suggère qu'ils ont abandonné cet endroit dans l'urgence. Ils poursuivirent leurs fouilles, trouvant des fragments de vie quotidienne, outils rouillés, vaisselle brisée, éclats de verre provenant de fenêtres pulvérisées depuis longtemps. Rien de personnel, rien qui dise « Ici vivait Victoria Kellen ». Mais plus l'après-midi avançait, plus Terra commençait à remarquer une organisation dans les ruines. Les fondations dessinaient de vagues rues. À l'ouest, légèrement en retrait du cœur du village, se trouvaient des structures différentes, plus petites, construites avec plus de soin,
avec des signes de jardin, de petites clôtures, des marques de vie intime. Le cimetière, dit Owen en pointant une pente douce derrière ces dernières maisons. Je l'ai trouvé l'année dernière. Ils grimpèrent la colline, Timber ouvrant la marche. Le cimetière était minuscule, peut-être 40 tombes, marquées de croix de bois désormais rongées par le temps. Certaines portaient encore des noms lisibles. Tara sentit son souffle se bloquer. Chaque pierre tombale portait la même date, mars 1952. Ils s'avancèrent entre les tombes. Harrison. Thompson. Wilson. Des noms qu'elle avait vus dans les registres. Des familles entières réduites à des dates effacées. Puis elle la vit. Une croix légèrement penchée, la gravure presque illisible. Victoria Kellen 1923 à 1952, âge, 29 ans. Sa grand-mère. Morte à 29 ans. Laissant derrière elle une petite fille de 3 ans, destinée à passer le reste de sa vie sans savoir que ce lieu avait jamais existé. Tara tomba à genoux près de la tombe, posant une main tremblante sur le bois usé. Elle pensa à la jeune femme des photos, souriante, tenant un bébé dans ses bras. Elle imagina ce qui avait bien pu arriver en mars 1952 pour remplir tout un cimetière en quelques jours. Un événement de mortalité massive, dit Owen doucement. C'est ce que les dossiers gouvernementaux scellés mentionnent. Pas de détails, juste cette classification. J'essaie depuis 20 ans de faire lever la restriction. Chaque demande, refusée. Qu'est-ce qui pourrait tuer 47 personnes dans une ville de bûcherons? Demanda Tara d'une voix faible. Un accident industriel? Une fuite de gaz? L'effondrement d'une structure? Peut-être, dit Owen. Mais pourquoi le cacher complètement? Un accident, c'est tragique, mais pas un secret d'État. Ils observèrent le cimetière en silence. Il était encastré contre une paroi rocheuse abrupte. Une localisation étrange pour un lieu de sépulture, caché, presque dissimulé. C'est alors que Timber recommença à creuser. Il grattait la terre au pied de la falaise, comme s'il avait détecté quelque chose d'enseveli. Tara s'approcha. Sous un tas de feuilles, de racines et de pierres effondrées, elle distingua une ouverture. Une cavité sombre, presque invisible. Une grotte, ou l'entrée d'une ancienne mine. L'endroit avait été camouflé par des décennies de végétation et d'éboulement. Owen, cria-t-elle, son cœur battant comme un tambour. Ils dégagèrent ensemble les branchages. L'ouverture était étroite, à peine assez large pour laisser passer un adulte. On voyait encore les marques d'outils sur la roche et des traces de cadres en bois pourris par le temps. Quelqu'un a mis beaucoup d'efforts à cacher ça, murmura Owen en éclairant l'intérieur avec sa lampe. Regardez. Un petit boyau, une sorte de chambre, taillé à la main. Mais Tara n'attendit pas davantage. Poussée par une certitude viscérale, elle se glissa dans l'ouverture sans écouter les mises en garde d'Owen sur la stabilité de la structure. Elle savait. Tout son corps le savait. C'était ici. La chambre, protégée par la falaise et un système de drainage minutieusement pensé, était sèche. Lorsque Tara alluma sa propre lampe, la lumière révéla un trésor que des décennies avaient préservé, un magnétophone à bande, soigneusement enveloppé sous une bâche plastique résistante. À côté, un bloc batterie moderne éteint depuis longtemps et une enveloppe placée dans un sac imperméable. Tara reconnut immédiatement l'écriture sur la première enveloppe. Une écriture ancienne, élégante, presque d'un autre siècle. Sur le devant, simplement. Pour ma fille. Ses mains tremblaient lorsqu'elle la prit. C'était une lettre de Victoria Kellen. Une lettre écrite avant sa mort, cachée ici pour la petite qu'on lui avait arrachée lors de l'évacuation de Stillwater. Une lettre qui n'avait jamais atteint sa destinataire et qui maintenant, miraculeusement, revenait à la famille. Mais ce n'était pas tout. Une seconde enveloppe. Celle-ci portait l'écriture ferme, reconnaissable, de sa mère. Pour Tara. Derrière elle, Owen venait de passer l'entrée. Il fixait le magnétophone, les yeux agrandis par la compréhension. « Votre grand-mère a enregistré quelque chose », murmura-t-il. Un témoignage, une preuve de ce qui s'est passé ici. La lampe frontale d'Owen projetait une lueur pâle sur l'ancien enregistreur à bande posé devant eux, une machine robuste, épaisse, dont les angles de métal portaient encore les marques d'un usage acharné. C'était un modèle professionnel des années 1950, construit pour résister à la poussière, au froid, au travail quotidien d'un camp forestier. À ses côtés, un bloc de batterie bien plus récent, probablement datant des années 1980,
témoignait du dernier passage de la mère de Tera. Elle avait tenté de le ranimer, de réveiller la mémoire enfouie dans ses bobines, mais n'y était jamais parvenue. « J'ai des batteries dans mon sac », dit Owen en fouillant. « Elles sont modernes, mais on peut peut-être bricoler quelque chose. » Ils s'agenouillèrent côte à côte, leurs doigts engourdis par l'humidité de la grotte, cherchant le bon angle, le bon contact, la bonne combinaison pour ramener l'appareil à la vie. Une heure entière passa, rythmée par les craquements de fils déplacés et les respirations tendues, avant qu'un bruit faible, un grésillement, une vibration presque imperceptible annonce le miracle. Les bobines commencèrent à tourner. Puis, dans l'air stagnant de la caverne, une voix de femme s'éleva, tremblante mais intacte. La voix de Victoria Kellen. Effrayée, mais farouchement résolue. Une voix revenue d'un autre siècle. Mon nom est Victoria Kellen. Nous sommes le 10 mars 1952. Si quelqu'un trouve cet enregistrement, il doit savoir ce qui s'est réellement passé à Stillwater. Ce que la compagnie nous a fait. Ce qu'il tente de cacher. Tera sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. C'était sa grand-mère. Une femme morte depuis plus de 70 ans, qui parlait aujourd'hui dans l'obscurité comme si elle n'était jamais partie. Victoria poursuivait, la voix secouée par l'épuisement mais animée d'un courage viscéral. 3 mois plus tôt, certains enfants ont commencé à tomber malades. Céphalée, nausées, perte de force. Le médecin engagé par la compagnie a dit que c'était la grippe. Que ce serait passager. Puis d'autres enfants, puis des adultes. Même ma fille. Un silence, suivi d'un souffle brisé. Ma petite. Elle n'a que 3 ans. La douleur dans sa voix transperça Tera, lui brûlant les yeux. Les mots suivants, en revanche, n'avaient plus rien de fragile. Victoria parlait comme une femme qui avait décidé que mourir n'était pas synonyme de se taire. Elle expliqua ce qu'elle avait découvert, la contamination de l'aquifère alimentant Stillwater, infiltrée par les produits chimiques utilisés dans les traitements du bois. La compagnie savait. Elle avait trouvé les preuves, les analyses internes, les communications confidentielles. Au lieu d'arrêter les opérations, ils avaient choisi de continuer. Continuer à pomper, continuer à vendre, continuer à laisser les familles boire l'eau empoisonnée. « Je suis infirmière », disait Victoria. « Je reconnais les symptômes. Empoisonnement chimique. Alors j'ai commencé à prélever de l'eau, à tenir des registres, à alerter les travailleurs, à organiser une évacuation. » Sa voix devint tranchante comme une lame. La compagnie l'a découvert. Ils ferment tout. Ils ont appelé le gouvernement. Ils nous forcent à signer des papiers, à promettre de ne jamais parler. Ils séparent les familles, nous dispersent pour que nous ne puissions pas témoigner ensemble. Un bruit de papier froissé. Un souffle tremblant. Je suis mourante. Je sens le poison progresser. Mais je refuse qu'ils enterrent la vérité avec moi. J'ai caché les preuves. Les échantillons d'eau, les copies des dossiers médicaux, les documents internes. Je les ai laissés dans un endroit que seule ma fille pourra trouver lorsqu'elle sera assez grande pour comprendre. Quand elle viendra chercher la vérité sur sa mère. Puis sa voix changea, se fit infiniment douce. Mon bébé, si tu entends ceci, sache que je t'aimais. Sache que j'ai tout fait pour sauver notre peuple. Et rappelle-toi que la vérité compte, même surtout quand les puissants veulent l'ensevelir. L'enregistrement se termina par des instructions détaillées, codées, faisant référence à des lieux que seuls les habitants de Stillwater d'autrefois auraient reconnus. Lorsque le silence retomba, Tera réalisa qu'elle pleurait. Ses larmes coulaient sans retenue, des gouttes froides traçant des sillons sur ses joues. Owen s'était détourné, lui laissant une pudeur qu'il comprenait instinctivement, mais elle devinait à son souffle que lui aussi était bouleversé. Sa grand-mère était morte en protégeant la vérité. Sa mère avait risqué sa vie pour la retrouver. Et maintenant, 40 ans après sa disparition, Tera comprenait enfin ce qui la reliait à ces 2 femmes, un fil de courage, de silence et de sacrifice qu'il lui appartenait désormais de poursuivre. Ils réécoutèrent le message 2 autres fois, prenant des notes, tentant de déchiffrer les indications cryptiques. Victoria parlait de « 2 sœurs », de « là où l'eau parle », de « l'endroit où nous chantions pour endormir les enfants ». Des expressions simples, mais floues, liées à un monde qui n'existait plus que sur de vieux registres et dans la mémoire des morts. Tera sortit les carnets qu'elle avait récupérés sur les rails abandonnés. Owen étala ses cartes et les notes accumulées pendant 20 ans d'enquête solitaire. Finalement, il posa le doigt sur une entrée datée d'août 1951.
Rassemblement communautaire au Twin Piney. Chant et danse jusqu'au coucher du soleil. Les deux sœurs, murmura Tera. Twin Piney. Une autre entrée parlait d'enfants jouant sous deux arbres immenses pendant que les adultes travaillaient. Tout concordait. Et le lieu où l'eau parle? Un ruisseau, une chute, quelque chose avec un courant fort. Tera visualisa la topographie de l'ancien village, un vallon encaissé, des rivières descendant des hauteurs, des cascades nourries par la fonte des neiges. Au nord, dit-elle. Les torrents y étaient les plus puissants. Ils quittèrent la grotte alors que la lumière déclinait. Tera n'avait aucune intention de s'arrêter. Même si la nuit tombait, même si le terrain devenait traître, elle ne renoncerait pas maintenant. Timber ouvrait la marche, ses oreilles dressées, comme s'il comprenait que chaque pas les rapprochait d'un secret endormi depuis des générations. Au bout d'un mille, le grondement se fit entendre, constant, résonnant, presque vivant. Une cascade apparut entre les troncs, haute de 15 mètres, se déversant en un rideau de lumière blanche sur les couches sombres de basalte. Et là, dressés comme deux gardiens immémoriaux, s'élevaient deux cèdres rouges de l'ouest, immesurables, leurs troncs presque soudés à la base. Les Twin Piney. Les deux sœurs. Regarde derrière la chute, dit Owen. On dirait une ouverture. Ils avancèrent avec prudence, posant leurs pieds sur les roches glissantes, se laissant frôler par le rideau glacé de l'eau. Tera, habituée aux terrains hostiles, progressait avec assurance. Derrière la cascade se trouvait une cavité naturelle creusée par des siècles d'érosion. L'intérieur était étonnamment sec, protégé par le surplomb. Et dans une fissure au fond, presque invisible, un coffre métallique. Tera tendit la main, ses doigts tremblants de peur et d'espoir mêlés. Elle délogea la boîte avec délicatesse et la porta vers l'ouverture pour profiter de la maigre lumière du jour. Owen sortit un couteau, et ensemble ils tranchèrent la bande adhésive vieillie. Un léger souffle d'air indiqua que le contenant était resté hermétique. À l'intérieur, enveloppé dans de l'étoffe huilée, reposaient les preuves que Victoria avait promises. Des fioles d'eau soigneusement étiquetées. Des dossiers médicaux montrant des taux alarmants de métaux lourds chez des dizaines d'habitants. Des mémos internes estampillés confidentiels, décrivant en détail la contamination, les réunions secrètes, le choix de poursuivre l'exploitation malgré les risques. Mais le plus accablant consistait en une série de lettres échangées entre des dirigeants et des responsables gouvernementaux, un accord délibéré pour raser Stillwater, effacer les archives, disperser les familles et acheter leur silence. Au fond de la boîte, Tera trouva une liste. 47 noms. Leurs âges. Leur date de mort. Le plus jeune avait 18 mois. La dernière était Victoria, âgée de 29 ans. C'est tout, murmura Owen, la voix enrouée. C'est la preuve complète. Avec ça, on pourra enfin révéler ce qui s'est passé. Mais Tera ne l'écoutait plus. Ses yeux venaient de se poser sur une enveloppe fermée, portant sa mère écriture. Pour Tera. Quand tu seras prête. Elle déchira le sceau, le cœur battant. La lettre était datée de février 1985. Les premières lignes lui coupèrent le souffle. Sa mère racontait comment elle avait retrouvé Stillwater, comment elle avait marché sur les rails envahis par la végétation, découvert l'enregistrement de Victoria, trouvé cette même boîte. Comment elle avait vécu pendant des mois dans une cabane secrète, écrivant, classant, préparant 3 copies intégrales des preuves afin de les envoyer à des journaux nationaux. Mais elle n'en eut jamais le temps. Ils m'ont retrouvé. Ces mots s'étiraient dans la page comme une ombre glacée. La compagnie n'avait pas disparu, elle avait grandi, fusionné, prospéré. Elle avait placé ses anciens cadres à des postes de pouvoir. Ces hommes avaient les moyens d'effacer toute menace et n'hésitaient pas à le faire. J'ai caché les 3 copies, écrivait-elle. Sous les planches de la cabane où j'ai vécu. Si tu lis ceci, ma fille, c'est que tu as trouvé la vérité. Sache que je t'aime. Sache que je suis resté aussi longtemps que j'ai pu. Continue ce que ta grand-mère a commencé. Notre histoire ne doit plus être enterrée. Quand Tera referma la lettre, la montagne semblait retenir son souffle. 3 femmes. 3 générations. Une vérité enterrée sous un demi-siècle de mensonges. Et désormais, c'était à elle de la rendre au monde. Les derniers mots de la lettre firent vaciller la vision de Tera. Ses yeux se remplirent de larmes avant même qu'elle réalise ce qu'elle lisait. Les phrases tracées par la main de sa mère semblaient traverser les années pour venir se poser directement sur son cœur, avec la force d'un adieu et la tendresse d'une bénédiction. Je ne regrette rien, ma chérie.
Ta grand-mère est morte en essayant de sauver des vies, en tentant de dire la vérité. Je suis fier d'avoir suivi le même chemin. Si tu lis ces mots, c'est que toi aussi, tu as trouvé ton chemin vers la maison. Tu as trouvé Stillwater. Termine ce que nous avons commencé. La lettre poursuivait, chaque ligne plus déchirante que la précédente. Raconte leurs histoires. Assure-toi que Victoria, et tous les autres, ne soient pas morts pour rien. Je t'aime, et je suis désolé de ne pas avoir pu voir la femme que tu es devenue. Mais je sais que tu es assez forte pour porter cela. Tu l'as toujours été. Lorsque Tara releva enfin les yeux, Owen la regardait, les siens également brouillés. Elle comprenait maintenant, d'une certitude glacée, que sa mère avait su qu'on allait la tuer. Elle l'avait compris, anticipé, et pourtant elle avait continué à travailler. Elle avait continué à accumuler des preuves, à organiser chaque document, à préparer l'exposition de la vérité même si cela signifiait mourir seule dans ces montagnes. Owen prit la lettre avec délicatesse et relut attentivement les indications. 3 miles au nord, une cabane construite dans la pente d'une colline, camouflée, invisible si l'on ne connaissait pas son existence. C'était là que Hannah Kellen avait passé les derniers mois de sa vie. Laquelle avait caché les copies. Laquelle avait laissé son testament moral. Ils se regardèrent. Aucun besoin de mots. Ils allaient trouver la cabane, récupérer les preuves, et terminer ce que Victoria et Hannah avaient courageusement entrepris. Peu importait le prix. Leur marche vers le nord les entraîna dans un terrain de plus en plus escarpé. Les ombres s'allongeaient, la lumière déclinait, mais ni Tara ni Owen ne ralentissaient. 40 ans de silence, 40 ans de mensonges, 40 ans de cendres autour d'un village disparu. Tout prenait enfin sens. Chaque pas les rapprochait d'une vérité que beaucoup avaient essayé d'effacer. Timber, fidèle et vigilant, trottait en avant, ses oreilles dressées, reniflant l'air comme s'il pouvait sentir que la nuit portait une menace. Soudain, Owen s'arrêta net. « Tu entends ça » Tara retint son souffle. Et alors, dans le silence de la forêt, elle perçut le grondement, d'abord faible, puis de plus en plus distinct, des moteurs. Plusieurs. Avançant dans une zone où aucune route ne devait exister. « Quelqu'un arrive » murmura Owen, la mâchoire crispée. « Quelqu'un sait que nous sommes ici. » Ils accélérèrent, grimpant la crête aussi vite qu'ils le pouvaient. Au sommet, Tara se retourna et fut frappée d'effroi. Dans la pénombre naissante, des faisceaux de phare glissaient entre les troncs comme des couteaux de lumière. 4 véhicules au moins, se déployant méthodiquement sur d'anciennes routes forestières qu'aucune carte ne mentionnait. Ils surveillaient la zone depuis longtemps, dit Owen d'une voix basse. Probablement des capteurs. Des caméras. Ils ont su dès qu'on a trouvé la grotte. Tara pensa aux traces de pas autour de son campement. À la sensation d'être épiée depuis des jours. À ces regards invisibles qui la frôlaient dans l'obscurité. 70 ans. 70 ans pour installer des dispositifs, effacer toute trace, maintenir le secret. Et il comptait bien que Stillwater reste enterré pour toujours. La cabane, dit-elle. On atteint la cabane, on récupère les documents, et on disparaît. Owen hocha la tête. J'ai des contacts. Journaliste, documentariste, avocat spécialisé dans les affaires fédérales. Si on sort de ces montagnes, je peux faire en sorte que ces preuves soient publiées dans au moins 3 médias majeurs en même temps. Ils ne pourront pas tout étouffer. Ils se remirent à courir. La cabane était exactement comme décrite dans la lettre. Une structure enfouie dans la colline, recouverte de terre et de branches à tel point qu'à 20 mètres de distance, elle semblait se fondre totalement dans le paysage. Seule une porte de bois, sombre et usée par les années, témoignait de la présence d'un refuge humain. Tara ouvrit. Un souffle du passé les accueillit. L'intérieur était comme figé dans le temps, préservé par l'air froid et sec des hauteurs. Des vêtements pendaient encore à des crochets. Une petite cuisinière de camping attendait, rouillée mais intacte. Un sac de couchage soigneusement roulé reposait sur un lit de bois. Et sur un bureau improvisé, une machine à écrire. À côté, une pile de feuilles tapées serrées. Tara s'approcha avec lenteur, comme si elle marchait dans un sanctuaire. Le titre du premier feuillet lui arracha un sanglot silencieux. Stillwater, la ville qui a disparu. Un dossier documentaire par Hannah Kellen. Sa mère avait tout écrit. Tout rassemblé. Tout documenté. Les découvertes de Victoria, ses propres recherches sur les maladies, les morts, les rapports falsifiés,
Les transferts de personnel, les mémos internes de la compagnie. Chaque nom, chaque date, chaque preuve vérifiable apparaissait dans ces pages. Pendant que Tara tremblait devant ce trésor de vérité, Owen, lui, soulevait déjà les planches du sol. Un espace vide apparut, parfaitement sec. 3 paquets étanches en sortirent, chacun adressé à un grand journal, New York Times, Washington Post, Seattle Times. Prêt à être envoyé. Depuis 40 ans. On doit partir, dit Owen en les glissant dans son sac. Ils seront là d'une minute à l'autre. Mais Tara ne pouvait détacher ses yeux des dernières pages du manuscrit. Sa mère y racontait la sensation, grandissante, d'être traquée. Elle notait des silhouettes sur les crêtes, des traces autour de la cabane, la disparition de son chien. Ils m'ont retrouvé aujourd'hui. J'ai vu l'un d'eux, debout sur la ligne de crête. Je n'ai peut-être qu'une nuit. Peut-être moins. J'ai caché les copies où seule ma fille pourra les trouver. Si tu lis ceci, sache que j'ai choisi cette voie. J'ai choisi la vérité plutôt que la sécurité, la justice plutôt que la survie. Et si c'était à refaire, je recommencerais. Termine ce travail. Fais-les payer pour ce qu'ils ont fait. Un bruit sourd retentit au loin. Des moteurs. Plus proches. Beaucoup plus proches. Tara ferma le manuscrit avec précipitation, le rangea dans son sac avec le journal de sa mère. Owen ajusta le sien, alourdi par les 3 paquets. Il y a une sortie à l'arrière, dit Tara. Je connais un passage vers le lit du ruisseau. On pourra les semer. Ils s'élancèrent hors de la cabane et plongèrent dans la nuit. La forêt les enveloppa immédiatement, froide, sombre, impénétrable. Seules les étoiles et les sens affûtés de Tara guidaient leurs pas. Elle connaissait ce territoire avec une précision que personne ne pouvait égaler. 40 années de vie dans les montagnes avaient transformé chaque sentier en carte mentale. Derrière eux, des voix se faisaient entendre. Des hommes qui s'organisaient. Des injonctions brèves. Des coups de lumière de lampe frontale. Le craquement maladroit de bottes de ville. Ils n'étaient pas habitués à la montagne. Tant mieux. Tara entraîna Owen sur un sentier raide, presque invisible, menant directement vers un ravin où coulait un ruisseau gonflé par les pluies récentes. L'eau glaciale rugissait entre les pierres, rapide et profonde. Ils y entrèrent sans hésiter. Le froid fut brutal, mordant, mais nécessaire. Le courant emporta immédiatement leurs traces. L'eau détournerait aussi les odeurs, brouillant les pistes des chiens s'ils en avaient. Et si leurs poursuivants utilisaient des caméras thermiques, les corps immergés dans l'eau deviendraient presque indétectables. Timber nageait à côté d'eux, silencieux, concentré, conscient de l'urgence. Ils avancèrent ainsi pendant plus d'1 mile. L'eau leur arrivait parfois à la taille, parfois à la poitrine. Ils glissaient, s'accrochaient aux rochers, contournaient des troncs tombés. Chaque mètre gagné les éloignait du piège qui se refermait derrière eux. Enfin, lorsque les échos de poursuite se dissipèrent entièrement, Tara guida le groupe hors du ruisseau. Ils escaladèrent un talus pour rejoindre une ligne de crête orientée vers l'est. Au-delà s'étendaient les chemins sauvages qui menaient, par des détours connus d'elle seule, vers sa propre cabane. Le souffle d'Owen était rauque. Il s'essuya le front, grelottant. « On doit se reposer un instant, dit-il. » Tara hocha la tête et repéra un surplomb rocheux, naturellement protégé du vent. Ils s'y réfugièrent. Le froid les pénétrait jusqu'aux os, mais leurs mains serraient les sacs contenant l'avenir de Stillwater. Ils avaient mal partout, mais ils étaient vivants. Et surtout, ils avaient les preuves. Owen déballa soigneusement les paquets étanches pour les examiner. Ils étaient intacts. « Dès qu'on peut, on doit transmettre ça à mes contacts, murmura-t-il. Si quelque chose nous arrive, si on tombe avant de sortir de ces montagnes, alors tout meurt ici avec nous. » Tara fixa l'obscurité devant elle, le cœur battant. Ma cabane est à une 12aine de miles. Si on y arrive, on aura un vrai point de départ. Après ça, ils ne pourront plus nous arrêter. Elle inspira profondément. Maman ? Victoria, ils ne seront plus réduits au silence. Owen baissa la tête. Timber posa son museau contre la main de Tara. La nuit les entourait de son immensité, mais pour la première fois, ils n'avaient plus peur de l'ombre. Ils portaient la lumière. Et aucune montagne, aucune compagnie, aucun secret enterré sous les décennies n'allait pouvoir l'éteindre. Tara traçait mentalement l'itinéraire depuis des heures, recomposant dans sa mémoire chaque coude de la montagne,
chaque pente glissante, chaque recoin de forêt qu'elle connaissait depuis 40 ans. Enfin, elle prit une inspiration et murmura. Il existe un sentier qui rejoint une vieille route forestière. Vernon l'utilise pour ses ravitaillements. Si on parvient à l'atteindre, on pourra rejoindre son camion. Owen la fixait, le souffle court, encore secoué par leur fuite. Et, il revient souvent. Il est censé passer dans 3 jours. Elle sortit de sa poche son carnet détrempé, dont les pages avaient gondolé sous la pluie, et un crayon émoussé. Mais dans son camion, il garde un téléphone satellite. Si on arrive à l'atteindre, on pourra appeler de l'aide. Et il faudra envoyer ses preuves à tes contacts immédiatement. Elle griffonna un plan sommaire, leur position actuelle, son ancienne cabane, la route forestière et le chemin escarpé qu'ils devraient emprunter. Le trajet va être terrible, dit-elle. Le terrain est imprévisible, instable. Et on devra éviter toutes les équipes qui nous cherchent. Owen étudia le croquis avec l'attention d'un homme habitué à reconstruire la vérité pièce par pièce. Son esprit de journaliste s'était déjà mis en marche. Une fois qu'on aura accès au téléphone. Qui doit-on appeler? On ne peut se permettre aucune erreur. Il nous faut des alliés absolument fiables, capables de protéger cette histoire et de nous protéger nous. Tara hocha la tête. Tu m'avais parlé de contacts dans le monde du documentaire. Oui. Des gens avec qui je travaille depuis des décennies. Ils savent traiter du matériel sensible, ils savent garder le silence quand il le faut. Après un moment de réflexion, il ajouta. Il y a Pauline Chen. Elle produit des documentaires d'enquête. Elle a travaillé sur des crimes environnementaux, sur des affaires de corruption d'entreprise. Elle comprendrait immédiatement la portée de ce que nous avons entre les mains. Tara inspira profondément. Et pour la partie juridique? Je connais un avocat spécialisé dans la défense des lanceurs d'alerte. Marcus Webb. Il a déjà affronté certaines des plus grosses multinationales du pays. Il saurait quoi faire. Puis Owen releva les yeux vers elle, plus grave encore. Mais il faut que tu réalises ce qui nous attend. L'entreprise qui possédait Cascade Timber, elle fait maintenant partie de Centurion Industries. Une multinationale de 30 milliards de dollars, avec des opérations partout dans le monde. Il dispose d'avocats, d'équipes de sécurité privée, de soutien politique au plus haut niveau. Tara sentit son ventre se nouer. Elle pensa aux véhicules qui les avaient pourchassés dans la forêt, à Stillwater méthodiquement effacé du monde, aux 40 ans de silence imposé. Ils ont tué ma mère, murmura-t-elle. Ils nous tueront si l'occasion se présente. Owen hocha la tête. C'est pour ça qu'on doit multiplier les redondances. On n'envoie pas les preuves à un seul endroit. On les envoie partout, simultanément. Aux médias, aux cabinets juridiques, aux associations environnementales, aux commissions parlementaires. Il marqua une pause. On rend cela si public, si massif, qu'ils ne pourront plus rien contenir. Un silence épais s'installa. Tous deux savaient qu'ils venaient de franchir une frontière invisible. Leur combat ne portait pas seulement sur un crime vieux de 70 ans. Il s'agissait d'obliger la vérité à sortir au grand jour, d'obtenir justice pour 47 personnes dont les morts avaient été volontairement effacées de la mémoire collective. Tara baissa les yeux. Ma mère avait presque terminé. Elle avait rédigé ce manuscrit, rassemblé chaque document. Elle était prête à tout révéler. Et ils l'ont retrouvé avant qu'elle n'ait pu le faire. Alors nous ne répéterons pas son erreur, dit Owen doucement. Nous irons plus vite. Nous les devancerons. Et nous ferons parvenir ces preuves à tellement de mains qu'ils ne pourront jamais les faire disparaître toutes. Tara consulta sa montre. Minuit approchait. Ils fuyaient depuis des heures et l'épuisement leur pesait comme du plomb. On doit dormir un peu. Repartir avant l'aube, quand on pourra mieux distinguer le terrain. Ils s'adossèrent l'un à l'autre, Timber lové entre eux, cherchant à partager un peu de chaleur. Tara sortit une couverture de survie de son sac, et tous trois la tirèrent sur leurs vêtements trempés qui leur collaient à la peau. Mais malgré la fatigue, Tara ne trouvait pas le sommeil. Son esprit revenait sans cesse au manuscrit de sa mère, à la liste des noms que Victoria Kellen avait consignés, un par un. 47 victimes. 47 vies fauchées par une compagnie qui avait choisi le profit plutôt que la dignité humaine. Et après le crime, la dissimulation. 70 ans d'un silence lourd, épais, méthodiquement orchestré. Owen murmura. À quoi penses-tu? À tous ceux qui ont souffert à cause de ça.
Aux familles auxquelles on a imposé le silence, acheté, intimidé. Aux enfants qui ont grandi sans comprendre pourquoi leurs parents étaient malades, pourquoi ils avaient dû quitter Stillwater, pourquoi personne ne devait jamais mentionner ce lieu. Ma mère a grandi sans connaître sa propre histoire. Et moi, j'ai hérité du même vide. Owen posa une main réconfortante sur son épaule. Ça s'arrête ici. Maintenant. Nous raconterons leurs histoires. Nous veillerons à ce que Victoria, ta mère, et tous les autres soient enfin entendus. Tara laissa son regard se perdre dans la nuit noire. Pendant 40 ans, elle avait vécu retirée dans les montagnes, persuadée qu'elle se cachait de la douleur. Mais soudain, elle comprenait. Peut-être que tout ce temps, sans en avoir conscience, elle s'était préparée. Elle avait appris à survivre, appris le territoire, appris à devenir la femme capable d'achever ce que sa mère et sa grand-mère avaient commencé. Avant que l'aube ne perce, ils reprirent leur marche. Tara les guida le long des crêtes, évitant les vallées qui auraient pu devenir des pièges. Elle connaissait ces montagnes avec une précision presque surnaturelle, les sentiers empruntés par le gibier, les passages où les cours d'eau étaient les plus faciles à franchir, les zones où la roche dissimulerait leurs traces. Ils avancèrent sans relâche toute la matinée, ne s'arrêtant que pour boire au ruisseau glacé et manger un peu du maigre ravitaillement d'Owen. À midi, ils avaient parcouru près de 13 kilomètres. Le paysage devenait familier, c'était la région où Tara avait passé la majorité de sa vie. Mais les recherches continuaient. À plusieurs reprises, ils entendirent au loin le vrombissement lourd des hélicoptères. Dans le ciel, des appareils décrivaient des trajectoires méthodiques. Centurion ne plaisante pas, dit Owen en observant un hélicoptère passer au-dessus d'eux. Ils dépensent des centaines de milliers de dollars pour cette chasse. Qu'est-ce que ça représente, quelques centaines de milliers, face aux milliards qu'ils perdraient si la vérité éclatait, répondit Tara. Entre les poursuites pénales, les indemnisations, les coûts de dépollution, la destruction de leur réputation. Ils dépenseront tout ce qu'il faut pour que nous disparaissions. En milieu d'après-midi, ils atteignirent un repère géologique connu de Tara, une formation rocheuse en forme de dent brisée. Sa cabane n'était plus qu'à 6 kilomètres. La route forestière, un peu plus loin, leur offrirait la seule sortie rapide qu'ils pouvaient encore espérer. Mais tandis qu'elle avançait, un frisson d'alarme remonta le long de sa colonne vertébrale. Quelque chose n'allait pas. La forêt semblait suspendue dans un silence anormal. Aucun chant d'oiseaux, aucune rumeur familière. Et Timber, d'ordinaire intrépide, avait les oreilles plaquées, le corps tendu, prêt à fuir ou attaquer. « Arrête » souffla TL. Owen s'immobilisa net. Qu'y a-t-il? Tara scruta les arbres, les ombres, chaque élément du paysage. Quelqu'un est devant nous. Entre nous et la cabane. Elle réfléchit à une vitesse fulgurante. Si leurs poursuivants avaient découvert leur identité et avec leurs moyens, c'était presque certain, alors ils connaissaient aussi son refuge. Ils s'y attendaient. Ils l'attendaient. On devrait contourner par l'ouest, proposa Owen. Non. Il faut atteindre la route forestière. C'est notre seule chance d'échapper à ces montagnes sans marcher pendant des jours. Son regard balayait les crêtes, les pentes, les possibles. Il existe un autre accès, par le nord. Plus raide, plus dangereux, mais probablement moins surveillé. Ils modifièrent leur trajectoire et commencèrent à grimper la paroi d'éboulis. La montée était épuisante, ils devaient avancer sur les mains et les genoux, cherchant appui sur des pierres qui roulaient sous leurs doigts. Mais enfin, haletants, couverts de poussière et de sueur froide, ils parvinrent au sommet. Et de là, dans le contrebas, la cabane enfin visible. Les soupçons de Tara se confirmèrent. 2 SUV étaient arrêtés près de l'abri à bois de Tara, leurs silhouettes sombres cassant la tranquillité sacrée de la clairière. Elle distingua des hommes qui se déplaçaient autour de son terrain, fouillant sans gêne, sans droit, sans retenue. Ils avaient envahi son refuge, son monde, la seule demeure qu'elle avait bâtie de ses propres mains, planche après planche, au fil des décennies. Voir ces intrus fouiller ses affaires les plus intimes lui donna l'impression d'être dépossédé, violé dans l'espace même qui avait été son sanctuaire contre tout ce que le monde avait de brutal. Ils sont méthodiques, murmura Owen. Tara acquiesça sans répondre. Elle n'avait pas besoin qu'on lui dise ce qu'elle voyait déjà, ces hommes n'étaient pas ici par hasard. Ils cherchaient quelque chose ou plutôt quelqu'un. Et il ne faisait aucun doute que ceux qui avaient réduit sa mère au silence étaient maintenant prêts à faire de même avec elle. Mais leur présence posait un autre problème. Ils se trouvaient entre elle et la route forestière.
Pour atteindre le vieux chemin de débardage qui la conduirait au camion de Vernon, elle devrait passer à travers eux, ou les contourner sans être vue. Puis, comme pour rendre la scène encore plus insupportable, l'un des hommes sortit de la cabine tenant son journal, le vieux carnet de cuir élimé dans lequel elle avait inscrit 40 années de questions, de doutes, de pistes sur la disparition de sa mère. Il le feuilleta sans respect, comme s'il ne s'agissait que d'un objet banal, puis le jeta négligemment sur une pile d'affaires qu'ils avaient déjà traînées dehors. Une vague de colère froide traversa Tara, une colère si précise qu'elle semblait taillée dans la pierre. Ils avaient assassiné sa grand-mère. Puis sa mère. Et maintenant, il s'imaginait qu'il pourrait aussi effacer sa propre existence, son histoire, son héritage. Mais ils avaient commis une erreur irréparable, ils avaient apporté leur logique de citadins dans un territoire qui n'appartenait qu'à ceux qui savaient l'écouter. Et la forêt, elle, ne pardonnait pas la suffisance. « J'ai un plan, dit-elle à Owen. Mais tu ne vas pas l'aimer. » Le plan était simple, dangereux, mais simple. Elle créerait une diversion à l'est de la clairière, attirant les hommes loin de la cabine et de la route. Pendant qu'ils se ruaient vers la fumée, Owen filerait discrètement au nord et rejoindrait le camion de Vernon. Avec le téléphone satellite, il pourrait appeler de l'aide et commencer le transfert sécurisé des preuves. « Et toi » demanda Owen. « Comment vas-tu t'en sortir ? Je connais ces bois mieux que personne. Une fois que tu seras en sécurité, je les sèmerai dans la forêt et je te rejoindrai au camion. » Elle marqua une pause, son regard s'ancrant dans celui d'Owen, grave, lucide, sans illusion. « Mais si quelque chose tourne mal, si je ne reviens pas, tu dois me promettre de publier ces preuves. Quoi qu'il arrive. » Owen hésita. L'idée de la laisser derrière lui semblait le déchirer de l'intérieur. Mais Tara ne détourna pas les yeux. « Promets-le-moi. » Il finit par hocher la tête. « Je te le promets, mais tu ferais bien de monter dans ce camion vivante. » Tara vérifia rapidement son équipement, son couteau, sa corde, quelques allumettes étanches, et surtout, une vie entière d'expérience à survivre dans un environnement qui dévorait les imprudents. Cela devrait suffire. Elle plaça Owen au nord de la clairière, caché dans un épais buisson qui ouvrait une voie directe vers la route de débardage. Puis elle s'éloigna en silence vers l'est, accompagnée de Timber, son fidèle compagnon. Là, elle ramassa des branches sèches, de la mousse, et construisit une petite structure prévue pour produire une fumée massive avec très peu de flammes. Lorsque le vent souffla enfin dans la bonne direction de sa position vers la cabine, elle alluma le foyer. La fumée monta rapidement, dense, blanche, visible à des kilomètres. Cela ressemblait au feu maladroit d'un novice désespéré, exactement le genre d'erreur qui attirerait immédiatement ceux qui la traquaient. Elle s'éloigna ensuite du feu, mais pas complètement discrète, elle laissa de temps à autre une trace volontaire, une empreinte, un signe. Il fallait que les hommes mordent à l'hameçon. Et ils le firent. Quelques minutes plus tard, elle entendit des voix, des branches brisées, des ordres brusques. 6 hommes, équipés comme une unité tactique, mais clairement mal à l'aise dans un environnement où l'on devait écouter, sentir, anticiper. Ils faisaient du bruit. Trop de bruit. Elle sourit intérieurement. Elle les entraîna dans une poursuite contrôlée, toujours un pas devant eux, suffisamment visible pour qu'ils croient tenir leur piste, mais jamais assez pour la rattraper. Timber joua son rôle à la perfection, aboyant pour attirer l'attention, puis disparaissant dans les ombres mouvantes des arbres. 20 minutes plus tard, Tara entendit enfin le son qu'elle attendait, le moteur d'un véhicule qui démarrait au loin. Owen avait atteint le camion. Elle devait maintenant le rejoindre. Mais entre-temps, les poursuivants avaient modifié leur stratégie. Ils s'étaient divisés, tentant de la prendre en tenaille. Elle les entendait sur ses flancs, cherchant à la coincer. Elle changea immédiatement de direction, fonçant vers un terrain où aucun d'eux ne pourrait la suivre sans risque, un ravin abrupt, encombré de rochers instables et de troncs morts. Elle descendit avec aisance, utilisant racines et branches comme des poignées familières, tandis qu'un des hommes, tentant de l'imiter, glissa brutalement et dévala la pente dans un cri étouffé. Bonne chose. Cela ralentirait les autres. Au fond du ravin, elle trouva ce qu'elle cherchait, un étroit sentier de gibier, presque invisible, parfait pour quelqu'un comme elle. Elle s'y engagea, laissant les ronces déchirer sa peau et ses vêtements, mais avançant vite, fluide, silencieuse. Le sentier débouchait sur un ruisseau qu'elle connaissait bien. Elle y entra immédiatement, l'eau glacée remontant jusqu'à ses genoux, effaçant ses traces derrière elle. Autour d'elle, les voix devenaient confuses, désorganisées. Ils avaient perdu sa piste. Elle sourit,
un sourire bref mais sincère. Les citadins, même les mieux entraînés, n'apprenaient jamais assez vite. Après un demi-mile dans l'eau, elle remonta sur la berge et se dirigea vers le nord. La route forestière apparut enfin au travers des arbres, et elle aperçut le camion et Owen, téléphone satellite à l'oreille, le visage tendu. Elle n'était qu'à une centaine de mètres lorsque le bruit déchira le ciel, des hélicoptères. Plusieurs. Très proches. Owen les vit aussi et lui fit signe frénétiquement d'accélérer. Elle se mit à courir, Timber bondissant à ses côtés. Elle atteignit le camion alors que le premier hélicoptère surgissait au-dessus de la cime des arbres, les pales fouettant l'air comme un présage funeste. Owen avait déjà démarré. Elle se jeta dans la cabine, Timber juste derrière. « Tu as réussi à appeler » Alta-t-elle. « Oui. L'aide arrive, mais d'autres aussi. » Il appuya sur l'accélérateur. Le camion bondit, dévalant la route défoncée qui n'était plus qu'une suggestion de chemin après des années d'abandon. Owen conduisait comme s'il avait grandi sur cette montagne. Derrière eux, les hélicoptères se posaient. Des hommes jaillissaient déjà, prêts à poursuivre à pied. « Qui as-tu appelé » cria Tara. Pauline Chen. Elle mobilise toute son équipe documentaire. Puis Marcus Webb, l'avocat. Il prépare la protection et la réception des preuves. Il serra le volant dans un virage serré. Et, j'ai aussi appelé le FBI. Tara le fixa, choqué. Le FBI était impliqué dans la dissimulation initiale. Les agents dont parle l'enregistrement de Victoria. Pas les mêmes, répondit-il. Une autre époque, d'autres responsables. J'ai demandé la division des crimes environnementaux et leur unité de protection des lanceurs d'alerte. Pauline connaît l'agent que j'ai eu. Elle lui fait confiance, elle a travaillé plusieurs fois avec lui sur des affaires de corruption industrielle. Le camion heurta une ornière profonde, les propulsant presque contre le toit. Timber se cramponna tant bien que mal, les yeux écarquillés mais confiants. Le monde derrière eux explosait en chaos. Mais devant eux, enfin, l'espoir commençait à respirer. La question claqua dans l'air comme un souffle coupé, combien de temps avant qu'ils nous rejoignent? Owen estima 2 heures, peut-être 3. Une équipe venait d'être mobilisée depuis Seattle. En jetant un regard dans le rétroviseur, il murmura qu'il n'avait qu'une seule mission, rester assez longtemps en avance sur les hommes de Centurion, juste assez pour survivre. La route forestière plongeait dans une vallée étroite avant de remonter vers un col que Tara reconnut instantanément. Au-delà s'ouvraient les chemins officiels du service forestier, puis, plus loin encore, la civilisation. S'ils atteignaient la route pavée, ils disposeraient de choix, de direction, de refuge possibles. Mais Centurion n'abandonnait pas. Une SUV noire surgit derrière eux, fonçant à toute allure malgré les ornières et la poussière. Devant, une autre voiture arrivait en sens inverse, cherchant clairement à les enfermer dans un piège. « Ils nous bloquent la route », constata Owen. « Il existe un autre moyen de sortir d'ici » Tara fouilla mentalement le relief, visualisant chaque coude, chaque ancienne piste oubliée. Oui. Une vieille route coupe-feu, envahie par les ronces, presque effacée du paysage. On disait qu'elle menait, après 10 miles de mauvais terrain, jusqu'à l'autoroute d'État. C'était incertain, mais préférable à l'enfermement certain qui les attendait. Ils guettaient l'entrée en frôlant la catastrophe où l'ouverture était presque invisible sous les branches basses. Là. À droite. Owen arracha le volant et le camion bondit dans les broussailles. Les branches raclèrent les portières comme des ongles furieux, mais le véhicule tenait bon. La piste n'était guère plus que 2 ornières séparées par une bande d'herbe haute, mais elle avançait, et c'était tout ce dont ils avaient besoin. Derrière eux, la SUV tenta de suivre mais se retrouva immédiatement coincée contre un tronc tombé que le camion de Vernon, plus surélevé, avait franchi sans peine. Un souffle fragile d'espoir traversa Tara fugitif, mais réel. Peut-être qu'ils avaient une chance. La montée devint abrupte, serrée en lacets serrés. Owen passa en première vitesse, le moteur gémissant sous l'effort. Leur progression ralentissait, mais la poursuite aussi. Au sommet du contrefort, Owen s'arrêta brièvement. Il devait vérifier les paquets étanches contenant les preuves. S'il devait abandonner le camion et c'était probable tout devait être portable. Pendant qu'il vérifiait les charges, Tara regarda en arrière. En contrebas, la SUV noire s'acharnait encore sur le tronc. Plus loin, d'autres hommes s'étaient lancés à pied sur la piste, peinant dans les pentes raides. Ils avaient gagné de la distance,
assez pour que l'espoir cesse d'être une illusion. C'est bon, dit Owen en remettant son sac à dos rempli d'épreuves. Tara enfila le sien, lourd des manuscrits de sa mère et des lettres de Victoria. Tout ce qui comptait tenait maintenant dans leurs mains. Ils descendirent l'autre versant de la crête, la piste s'améliorant parfois, comme si la montagne elle-même avait décidé de les laisser passer. Tara guidait, annonçant les obstacles, indiquant les passages sûrs. Ils fonctionnaient en parfaite synchronie, deux survivants dont les compétences se complétaient comme s'ils avaient été faits pour ce moment précis. À 2 miles de l'autoroute, tout bascula. 2 SUV noirs barraient la piste, pare-choc contre pare-choc. 4 hommes en tenue tactique attendaient, armes prêtes. Owen freina si brusquement que la ceinture coupa la respiration de Tara. Pas d'échappatoire par la route. Pas même une ouverture où glisser un pneu. Mais Tara repéra autre chose, un sentier minuscule, dissimulé par les fougères, un passage pour les marcheurs qu'elle avait emprunté des années auparavant. Il descendait vers un ruisseau, puis serpentait jusqu'à l'autoroute par un autre vallon. « On court », dit-elle simplement. Ils sautèrent du camion, enfilèrent leurs sacs. Timber bondit à leur côté, alerte, prêt, comme s'il avait compris depuis longtemps que ce jour viendrait. Ils se faufilèrent dans la brèche végétale juste avant que les hommes de Centurion ne les repèrent. Les cris éclatèrent derrière eux, des ordres, des coordonnées. Mais Tara connaissait ce sentier, ces tournants traîtres, ces pierres qui roulaient sous le pied, la traversée glacée du ruisseau au bas de la gorge. Ils couraient pour leur vie. Les poursuivants avançaient plus vite qu'elle ne l'aurait souhaité, mais pas assez vite. La montagne appartenait à ceux qui l'honoraient, pas à ceux qui tentaient de la dominer. Et Tara l'avait honorée toute sa vie. À travers les arbres, elle aperçut soudain une étincelle de lumière et des éclairs rouges et bleus déchirant le feuillage. L'aide était arrivée. 6 mois plus tard, Tara se tenait devant la plaque commémorative du mémorial de Stillwater, tandis que le gouverneur dévoilait les noms gravés dans le bronze. 47 victimes. 47 vies brisées par l'avidité d'une entreprise avide et protégée par un mensonge d'État. Le nom de Victoria Kellen brillait parmi les autres, et celui d'Anna Kellen avait été ajouté à titre posthume en reconnaissance de son combat solitaire. La forêt entière avait été déclarée site historique national. Les rails du petit train avaient été dégagés et restaurés. Des panneaux expliquaient l'histoire, racontant ce que Centurion avait voulu effacer. Le cimetière avait été reconstruit pierre par pierre. Chaque tombe portait désormais un nom, une date, une humanité retrouvée. Tara restait muette devant l'ampleur de ce qui avait été accompli en 6 mois. Les preuves exhumées dans les montagnes avaient déclenché une tempête, reportage, enquête, audience du Congrès. Le documentaire de Pauline Chen avait ému des millions de spectateurs. Les journalistes amis d'Owen avaient publié des investigations fouillées dans tout le pays. 3 dirigeants de Centurion avaient été inculpés. Des milliards de dollars de dédommagement étaient en jeu. Les archives scellées par le gouvernement avaient été ouvertes, révélant l'étendue terrifiante de la dissimulation. Mais pour Tara, rien n'avait été plus bouleversant que de rencontrer les descendants de Stillwater. Ils étaient des dizaines, des enfants et petits-enfants de survivants relogés, réduits au silence, oubliés de l'histoire comme elle-même l'avait été. Beaucoup ignoraient tout de leurs origines. Désormais, ils se tenaient ensemble. Une femme âgée, Joséphine Wilson, avait serré les mains de Tara avec émotion. Elle se souvenait parfaitement de Victoria, elle avait 5 ans le jour de l'évacuation. « Ta grand-mère était la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue », avait-elle confié. Elle a averti tout le monde, elle s'est battue pour qu'on quitte la ville à temps. Ils ont tenté d'acheter son silence, mais elle refusait. Elle m'a sauvé. Sans elle, ma mère ne m'aurait pas cru, et je serais morte comme tant d'autres. Pour la première fois de sa vie, Tara avait pleuré pour cette femme qu'elle n'avait jamais rencontrée mais dont le courage l'accompagnait depuis l'enfance. La cérémonie achevée, Tara marcha parmi les pierres, Timber trottant à ses côtés. L'âge l'avait ralenti, mais son regard restait fidèle, aimant. Owen et Vernon rejoignirent Tara. Le vieux trappeur observa le mémorial en secouant la tête. Jamais pensé voir ça un jour. Une ville entière ramenée du néant. On ne l'a pas ramenée, répondit Tara. Mais au moins, on se souvient. Ils déposèrent des fleurs sauvages sur la tombe de Victoria, les mêmes fleurs qui poussaient près de sa propre cabane. Tara réalisa qu'elle avait retrouvé une famille, un réseau d'humains liés par une tragédie ancestrale, et par la volonté de ne plus jamais laisser le silence gagner. Son livre, issu du manuscrit de sa mère, était devenu un best-seller. Tous les bénéfices alimentaient une fondation dédiée aux communautés victimes de crimes environnementaux.
Elle-même travaillait aux côtés d'avocats et de militants, apprenant la bataille publique après avoir passé 40 ans à se cacher dans les bois. Que dirait ta mère si elle voyait tout ça, demanda Owen. Tara réfléchit longuement. Elle serait fière, je crois. Mais elle dirait aussi qu'il reste du travail. Qu'il y a d'autres Stillwater quelque part. D'autres histoires cachées. D'autres mensonges prêts à éclater. Tu comptes les chercher? Elle sourit. Quelqu'un doit le faire. Et j'ai appris que la véritable tragédie n'est pas de vivre avec des questions sans réponse, mais de vivre sans avoir eu le courage de les poser. Ils restèrent silencieux quelques instants, saluant l'héritage des morts et la détermination des vivants. Puis Vernon annonça qu'il devait repartir, les montagnes n'allaient pas se fournir elles-mêmes en café et en batterie, disait-il en riant. Quand ils se séparèrent, Tara resta immobile face à la forêt, cet univers vaste et sauvage qu'il avait accueilli pendant 40 ans. Elle comprenait désormais pourquoi sa mère et sa grand-mère avaient tant aimé cet endroit, la nature ne mentait jamais. Elle ne protégeait pas la corruption. Elle offrait du silence, mais pas celui qui tue, celui qui révèle. Elle ramassa un petit caillou lissé par l'eau et le glissa dans sa poche. Un symbole. Une promesse. Puis elle appela Timber, et ensemble ils s'enfoncèrent dans les arbres, vers la cabane reconstruite, vers la vie qu'elle avait choisie. Les rails abandonnés derrière elle scintillaient à peine sous le couvert des arbres, témoins muets mais éternels d'une vérité qu'on ne pourrait plus jamais enterrer. Certaines routes se parcourent seules, pensa-t-elle. Mais on les marche pour ceux qui sont tombés, pour ceux qui viendront, pour que la vérité survive. Elle avait trouvé ses réponses. Elle avait retrouvé son foyer. Et surtout, elle avait trouvé sa mission. Le reste suivrait naturellement, comme la lumière qui finit toujours par percer entre les branches.